Quand tu regardes les films des années 90, on te montre le futur. Ouais. On te dit, ouais, 2020 sera comme ça, tu vois. Ouais. Tu retrouvais ce futur-là en Chine, en fait. Un truc que j'ai beaucoup appris aussi chez les Chinois, c'est le sacrifice. C'est un peuple qui se sacrifie énormément pour le futur. Je le dis souvent, le pays dans lequel on m'a le plus respecté au monde, même par rapport à mon pays d'origine, c'est la Chine. Je le dis tout le temps, même par rapport à mon pays d'origine. Donc, c'est même pas une question de Et comment France. t'expliques ça? Parce que il faut comprendre que les Chinois, surtout quand tu es dans une mentalité business, le Chinois s'en fout de qui tu es, de ta couleur de peau, de ton origine. Il veut faire de l'argent. Salut Alain, merci d'être avec moi aujourd'hui pour ce podcast interview. Salut à toi. On va parler expatriation aujourd'hui. Ouais. Tu as une grosse expérience dans l'expatriation, même je dirais dans le multiculturalisme, parce que tu as habité en Afrique, tu as habité en Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, Ouais. En Asie aussi. Et je pense que tu as beaucoup de choses à nous partager, beaucoup de choses intéressantes. Effectivement. Donc bah, écoute, commence par te présenter. Dis-moi ce que tu fais actuellement dans le business. Ok, bah, vraiment merci pour l'invitation. Et moi, c'est Alain Semevo pour le public. Je pense que je suis déjà passé juste ta chaîne une fois déjà. Oui. Donc, je suis entrepreneur en e-commerce en particulier et aussi dans tout ce qui va être import-export, matières premières de l'Afrique, dans le monde entier aussi, et aussi vers la Chine. Donc, ce qui m'a amené quand même à beaucoup voyager et à habiter dans plusieurs pays différents en fonction des époques, j'ai envie de dire. Voilà, donc on va en parler en détail dans tous les cas dans cette vidéo, de mon expérience un peu, que ce soit en Afrique ou en Occident ou en Asie. D'accord, donc actuellement, donc principalement une chaîne YouTube, Alain Semevo, Ouais. et plusieurs business, Exactement. serial entrepreneur, si je peux dire. On va dire ça comme ça. Ok, et je sais que tu as une expérience, enfin tu as une histoire assez inspirante. Est-ce que tu peux nous parler de ta première expatriation ou immigration? Pour ça, on en parlait justement avant. Ça, c'est les commentaires que j'ai tout le temps. Expatriation, immigration, c'est pareil. Arrêtez d'être faux cul. Bref. Bah, parle-nous justement de ce changement de pays, ce changement de région avant d'arriver en France. Raconte-nous un petit peu ton histoire, comment tu étais avant et quand tu es arrivé. Un petit peu les différentes choses que tu as pu constater et comment tu t'es senti. Ok, d'accord. Bon, moi, je suis béninois à la base. Je viens du Bénin. Et j'ai fait mes études jusqu'au BTS au Bénin. D'accord, j'ai eu un BTS en informatique et gestion. Mais c'était beaucoup plus gestion qu'informatique parce que, bon, il fallait avoir un ordinateur à l'époque. Et bon, en 2010, même 2009, je n'avais pas forcément à l'époque d'ordinateur, etc. Donc, il y avait les cybercafés et tout. Mais bref, bon, pas Internet. Tu comprends un peu la réalité un peu en Afrique à l'époque. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 18 ans. Donc, 20 ans déjà. J'avais déjà 20 ans. Parce qu'à l'époque, j'avais une connaissance qui me disait que le métier de l'avenir, c'était l'informatique. Tu vois. Donc, il fallait faire l'informatique si tu voulais gagner bien ta vie et tout. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller en informatique, en fait. Donc, je fais les procédures de visa et c'est très compliqué, hein, les procédures. Je pense que beaucoup de personnes pensent qu'on débarque en France comme ça. Non, c'est très compliqué, les procédures de visa. Et donc, quelles étaient tes conditions avant de venir en France? Dans quel cadre tu vivais? Parce que tu disais, OK, je vais faire de l'informatique. Mais quels étaient, on va dire, les moyens ou pas de connaître un petit peu tout cet univers que tu connais actuellement, en fait? Tu m'avais dit à un moment que tu avais découvert YouTube tard. Oui, très tard, oui. En fait, j'ai découvert même YouTube avec des cousins. J'avais des cousins qui étaient au pays, au Bénin, et qui étaient des cousins dont la famille était très aisée, tu vois. J'avais un oncle, en fait. Donc, eux, ils avaient tout. D'accord. Ils avaient PlayStation, ils avaient tout ce que tu pouvais trouver en France. Donc, j'allais glander un peu chez eux à l'époque, tu vois. Donc, c'est là que je découvre un peu YouTube. Je découvre aussi pas mal les dessins animés japonais. Donc, j'allais chez mes cousins après mes cours pour regarder un peu ces dessins animés japonais avec eux, dans tout ce qui est Dragon Ball Z, etc. Tu vois. Je regardais ça un peu avec eux à l'époque. Et c'est comme ça un peu j'ai découvert l'univers de YouTube. Mais YouTube, faut savoir, à l'époque au Bénin, en 2009-2010, c'est pas du tout développé YouTube. Parce qu'il faut une bonne connexion Internet. Il fallait vraiment être très riche pour avoir cette connexion Internet-là. Donc, c'est vraiment quand j'arrive en France, en fait, tu vois, après les procédures de visa que je débarque en France, que je découvre vraiment YouTube. Je peux être sur YouTube toute la journée, tu vois. Et avant de venir en France, parce que quand on veut s'expatrier, quand on veut changer de pays, on se pose des questions, on a des appréhensions, on a des envies, on a des peurs. Toi, en venant d'Afrique et en voyant la France, qu'est-ce que tu disais? Il faut savoir que la manière dont on présente la France en Afrique est très différente de la réalité ici. Tu vois, c'est l'une des choses qui choque énormément. Par exemple, moi, les SDF, je ne savais pas que ça existait, tu vois. Tu vois ça dans les films, mais tu ne sais même pas que ça existe. Quand tu viens, en fait, il faut comprendre, comme je le disais, que la vision de la France a un très bon marketing à l'étranger, sincèrement. Quand tu es à l'étranger, je pense même que ce n'est pas les mêmes programmes qu'on montre, en fait.
Mais ça, c'était il y a 10 ans, il n'y avait pas encore YouTube aujourd'hui où Ouais. tout le monde peut voir les réalités. Mais à l'époque, tu pouvais pas voir, tu voyais que ce qu'on te montrait à la télé. Et ce qu'on montrait à la télé de la France fait que tu as envie de venir, tu as envie tu te dis que c'est l'Eldorado, c'est le paradis, en Donc, fait. il y avait une sorte d'euphorie un petit peu. D'euphorie. C'est ce Quand qu'on tu a viens, aussi oui. souvent, même quand on s'expatrie en tant qu'entrepreneur, n'importe quel pays, Oui. et qu'on veut se lancer, on a cette euphorie du début. Voilà. Et justement, on a plusieurs phases de l'expatriation. J'en avais parlé dans une vidéo. Et d'accord, donc tu étais dans cet état Ouais, d'esprit, tu étais dans cet état-là et quand moi je débarque et tout, en plus c'est la première fois que je prends l'avion dans ma vie et tout, donc tout ça c'était les premières fois, des premières expériences, tu vois. Et quand je débarque en France, mon gars il fait froid. Je me dis mais merde, c'est quoi ce pays? Tu vois, direct, moi je me suis dit non, c'est chaud. Après tu commences l'école, tu commences les trucs et c'est très compliqué. Non, les premières années ont été très dures. Les 2 premières années en France, pour moi en tout cas, ont été très Qu'est-ce qui dures était parce plus que dur l'université déjà D'accord. a été très compliqué parce que moi je débarque en école d'ingé. C'est une école de super-héros. Les gars, ils ont commencé l'informatique à l'âge de 9 ans, ils sont très chauds. Moi, je débarque à l'âge de 20 ans avec mon ordinateur, bon, que ma mère m'achète en temps. Tu vois, mon premier ordinateur, tu vois. Ouais. Et je suis en classe avec des gars qui parlent, je ne comprends absolument rien. Tu vois. C'est même la culture, tout est différent. En fait, tu vois, les jeux vidéo, tu vois, les gars, ils te parlent de LOL, tu vois, des trucs comme ça, World of Warcraft. Et j'avais aucune culture populaire. En fait, t'avais pas les mêmes repères. J'avais pas du tout les mêmes repères que, avec tu vois. sentiment de retard un petit peu. Exactement, ou de parce décalage. que le décalage total, Ouais. parce que c'était totalement différent. Tu D'accord. Ouais. vois. Même dans les interactions aussi, c'était totalement différent. Et ça a été très dur les 2 premières années parce qu'il fallait que je rattrape le retard en termes de niveau de compétences en informatique. Ce qui fait que pendant des années, je dormais, enfin, pendant des mois, environ pendant 6 mois, je dormais à l'école. Ah ouais. Ouais, je prenais ma valise, je venais le dimanche. Comment on dimanche soir. arrive à dormir à l'école Ouais, parce que quand je viens en France, j'habite dans le 77. D'accord. Tu vois, je sais pas si tu connais Nemours, très loin du De nom, 77, tu vois. ouais. Montargis et tout. Tu Ouais, vois, c'est- j'habite dans la ouais. zone. Il te faut 2h30 pour venir au Kremlin-Bicêtre. À Villejuif, plutôt. Non, Tu mais vois. moi j'étais parisien. Je sais que quand il y a quelqu'un, il voulait faire une soirée ou quelque part, et il disait le mot RER. Je suis resté pour laisser tomber, c'est Ouais. loin. Tu vois. Donc, ouais, Bon, moi, j'imagine. je prenais pas le RER, je prenais la ligne R. Ah oui, oula. On prenait les lignes, c'était D'accord. pas les RER, tu vois. Ok. Je prenais la ligne R. Donc, je prends le train de 5h08, ou ça dépend si je rate 5h08, je prends le train de 5h45, et je viens à l'école à 7h30 ou 7h45. Parce que tu D'accord. prends le train de la ligne R jusqu'à gare de Lyon, après tu prends la ligne 1, la ligne 7, et après tu marches encore 10-15 minutes. Et l'aller-retour, du coup, Et en tu fais journée, ça te l'aller-retour, faisait combien de temps? ça me bouffait au moins 4 heures par jour. Ah ouais. Tu vois, donc en plus de cela, il fait froid, tu vois, et il y a les cours d'informatique qui sont extrêmement durs dans une école qui ne ferme pas les portes, où vous devez travailler toute la nuit avec des projets, des examens même de 48 heures. Et tu travaillais à côté aussi? Au début, quand j'ai commencé, non, mais 2-3 mois après, il fallait parce que il y a quelque chose que je t'ai pas dit sur l'école. L'école coûtait 10 000 euros par an. D'accord. Et quand moi je débarque, j'ai pas les 10 000 euros. Ouais. Tu vois, je me suis dit, mais donc je vais voir la directrice, mais en plus, une dame excellente, sincèrement. Je pense que ça fait partie des gens qui m'ont beaucoup aidé quand même en France, tu vois. Et la directrice qui était très maternelle, comme directrice quand même. Et je vais la voir, je dis, mais madame, je peux pas payer les 10 000 euros. Tu vois, ma mère n'a pas les moyens de payer ça. Moi-même, j'ai pas les moyens de payer ces 10 000 euros. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et elle me dit, bon, tu paieras en fin d'année. D'accord. Tu vois. Et du coup, il faut que je travaille toute l'année pour payer la contribution l'année d'après. Ok, ouais. Tu vois. Donc, tu as pleine conscience des oui. cours que tu as. Et, Exactement, tu vois. Donc, ouais, tu ouais. comprends tout de suite que, bah, là, je fais tout. Tu vois, dès les 3 premiers mois, je commence à chercher du boulot. Donc, les trucs d'action contre la faim, tu vois, où il faut distribuer des prospectus dans la rue, faire signer des abonnements aux gens. J'ai fait ça, j'ai pris en plus, bizarrement, j'ai pris un CDI chez Monoprix et chez Leclerc, en même temps. Tu vois, un CDI à l'époque, Ah tu oui, vois, ok, alors que ouais. j'étais étudiant. Bon, je pense que maintenant, il y a prescription, non? Ouais, ouais. On a 10 ans déjà. Ça, on a oublié, oui. On a oublié, tu vois. Je prends un CDI chez les deux. Donc, toute la semaine aussi, à l'époque, l'école, c'était une école d'ingé. Donc, ils avaient une division pour donner des cours de mathématiques aux lycéens, aux collégiens, etc. Donc, je me suis inscrit parce qu'il fallait gagner de l'argent. Et en plus de cela, j'avais un ami camerounais qui était à l'école et gérait la bibliothèque. Et il m'a trouvé un circuit pour gérer aussi la bibliothèque. Et je gagnais, genre, l'école me payait genre 300 € pour partager les livres et tout dans les salles, ou, etc. Des trucs comme ça, ouais. tu vois. Ouais, je vois. Donc, j'avais des sources de revenus, tu vois, un peu partout. Mais c'était extrêmement difficile parce qu'il fallait conjuguer cela avec l'école aussi, qui était extrêmement dur. Donc, il faut aller donner des cours de maths, gérer la bibliothèque. Le week-end, je faisais 6 heures. Bon, je me levais à 5 heures pour aller chez Monoprix. Donc, 6 heures, 22 heures. Ah oui. Donc, j'avais toute une journée.
là-bas. Et le dimanche, je faisais le clair. Tu vois, 6 heures. Tout ça avec 4 heures de trajet. Avec 4 heures de, donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta valise, tu débarques à l'école. Oui. À l'école. 4 heures, j'ai pas 4 heures. Ouais. Tu vois, donc du coup, je prends ma valise les dimanches soirs. Je viens à l'école avec mon sac de couchage, tu vois, et je dors à l'école toute la semaine et je repars le week-end à la maison. Et souvent, j'allais chez un homme qui n'habitait pas très loin du Monoprix dans lequel je travaillais à l'époque. D'accord. Donc, j'ai dû gérer tout cela pendant 2 ans avant de passer en alternance qui m'a un peu fait truc. Ton état d'esprit dans tout ça, déjà premièrement vis-à-vis du travail, de l'entrepreneuriat, est-ce que tu commençais déjà à te poser des questions sur le fait que peut-être que j'aimerais bosser pour moi-même ou qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce qui te motivait? Est-ce que derrière tu avais une vision de ce qu'allait être ta vie professionnelle? Non, pas du tout. Moi, j'étais vraiment, et je le dis souvent, j'étais un premier de classe. D'accord. J'étais pas, bon, je sais que souvent, sur YouTube, ça fait bien de dire qu'on était dernier, qu'on a fait, non. Moi, j'étais un premier de classe. En tout cas, quand j'étais au Bénin, j'étais un premier de classe au Bénin, tu vois. Et quand j'arrive en France, je me retrouve dans les derniers de classe. Parce que déjà, j'ai pas beaucoup de temps pour étudier. Parce qu'il faut, comme je disais, conjuguer tout ça. L'école, le fait de payer l'école, etc. J'avais pas énormément de temps. Alors qu'en informatique, si tu veux être très bon, il faut que tu passes énormément de temps à tes essais, tu vois. Et moi, ce qui me sauvait un peu, c'était les maths, physique et tout. Parce que bon, le niveau quand même au Bénin, en Afrique, de manière générale, est un peu supérieur. Le niveau au lycée est, je dirais même supérieur au niveau qu'on peut retrouver en France au lycée, en mathématiques et en physique. Donc c'est ça qui m'aidait beaucoup pour rattraper un peu mon retard informatique, tu vois. Et en parallèle aussi, bah, j'étais obligé en quelque sorte de délaisser certaines choses, tu vois, pour dans certaines matières de laisser tomber en fait, tu vois, pour me concentrer sur le fait de gagner de l'argent. Mais j'avais pas cette vision entrepreneur. Sécurité quoi. Oui, en fait, j'étais en mode survie. Voilà, j'étais en mode survie pour dire. Okay. En fait, j'étais pas en mode entrepreneuriat parce que tu sais, comme je disais, en tant que premier de classe, c'est tout ce que tu veux, c'est d'avoir un bon boulot. Et moi, je me suis dit, ok, je vais avoir un bon boulot, je vais rester en France, je vais, c'est pas peut-être travailler pour une grosse boîte, mais la vision d'entrepreneur, je n'avais jamais eu cette vision-là, en fait. En fait, pour moi, pour devenir entrepreneur, c'est que tu étais salarié et tu étais tellement bon que tu partais, tu devenais genre indépendant. Pour moi, c'était cette vision que j'avais, en fait, du monde de l'entrepreneuriat. C'était pas du tout une vision où tu te lèves comme ça, business en ligne, tu vois. Et c'est là où, quand en arrivant en France, à partir de 2013, vraiment par hasard, je tombe sur Antoine BM, tu vois. À l'époque, en 2013, il fait une vidéo sur Snapchat. Snapchat venait de sortir en France, tu vois. Et il fait une vidéo sur les arnaques Snapchat. Donc, du coup, je découvre la vidéo, je dis, ah oui, il y a des arnaques sur Snapchat et tout. Donc, je vais voir la vidéo. La vidéo, à l'époque, ça a buzzé, ça a fait genre dans les 200 000 vues il y a 10 ans, quoi. 200 000 vues. Ouais, c'était incroyable. C'était incroyable. Donc, la vidéo a buzzé et j'ai regardé. C'est là que je découvre Antoine BM. Ok. Et tu connais YouTube. Du coup, le fait de découvrir Antoine BM. Après, les suggestions. Donc, les suggestions YouTube, maintenant, me présentent toute la clique, en fait. Jean Rivière, Olivier Roland, Cédric Anicet, Anthony Nevo, Maxence Rigotier. Je découvre tout le monde au fur et à mesure. Et après, bon, juste là, ça ne me dit rien parce que je vois ces gars, mais je les connais pas. Après, je découvre une autre vidéo d'Antoine BM qui parle de growth hacking. Il explique en fait que cette vidéo, c'est du growth hacking, marketing. Ils sont des termes. Ouais, tu te prends une vague de business en ligne. De business en ligne dans tous les sens, tu vois. Et c'est là où je commence à regarder les gars. Et les gars te disent qu'ils sont à Dubaï, qu'ils voyagent toute l'année, qu'ils font telle ou telle chose, tu vois. Et en regardant tout ça, je me suis dit, j'ai envie de faire ce truc-là. Et quand t'es arrivé, donc t'as vécu tout ça, au début, t'avais cette euphorie d'arriver en France. Ouais. Après, j'imagine, tu as vu les Français qui se plaignent de ce qu'ils ont, ou alors peut-être cet esprit un peu comparatif de ce que font les autres, c'est mieux ailleurs, c'est pas bien chez nous, etc. Tu voyais aussi ces entrepreneurs, du coup, qui eux partaient. Ouais. Donc, toi, t'arrivais, d'autres partaient, en même temps, toi, t'étais content de certaines choses, d'autres étaient pas contents. Comment tu vivais tout ça? Est-ce que tu disais, même le temps passe, c'est difficile, je suis content de ce qu'il y a, ou alors c'est vrai que t'avais quand même un esprit critique. Enfin, comment tu te sentais vis-à-vis de tout ça? Faut dire quand même que je sais qu'aujourd'hui c'est un peu à la mode de critiquer la France, tu vois. Et les gens aiment beaucoup critiquer la France et tout sur plein de sujets. À raison comme à tort, il y a des choses. La France n'est pas parfaite, mais moi je suis extrêmement reconnaissant, sincèrement, parce que c'est un pays, comme je le disais, sur mon parcours, ça a été très dur. Moi, au début, les 2 premières années ont été très dures, mais c'est quand même en France que beaucoup de gens m'ont aidé. Il faut le dire, tu vois, souvent on ne réussit pas seul. Que ce soit la directrice de l'établissement où j'étais, mon prof de maths qui m'aidait, le prof de français aussi. Et quand je disais m'aider, genre, ils rédigeaient des lettres à la mairie pour que j'aie une bourse, par exemple, tu vois. Et c'est des gens qui m'ont poussé, même pour ma naturalisation. L'école m'a aidé pour ma naturalisation à l'époque, tu vois. Donc, je suis tombé quand même sur des gens qui m'ont beaucoup aidé, tu vois, en France. Tu vois. Donc,
je pense que, et effectivement, au même moment, tu vois des gens qui quittent, mais souvent les gens quittent pour des questions de taxation et d'impôts. Ouais. Pas forcément parce qu'ils ne veulent pas vivre ou parce qu'ils n'aiment pas forcément la France. Je pense que déjà, il y a le côté fiscal qui fait qu'en tant qu'entrepreneur, tu te dis, putain, c'est chaud quand même. Tu vois, il y a ce côté-là qui vient d'abord. Et après, il y a aussi l'environnement général que les gens n'aiment plus à cause de tout ce qu'on sait aujourd'hui, wokisme, etc., qui fait que bon, certaines personnes ou certains Français de souche, entre guillemets, se sentent plus environ, disons, chez eux, tu vois, ils préfèrent partir dans d'autres pays, etc. D'accord. Et donc, tu rentres un petit peu petit à petit, on va accélérer un peu le temps parce que il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. J'ai eu la chance de discuter plusieurs fois avec toi, mais et du coup, donc tu as ce sentiment-là vis-à-vis de la France, vis-à-vis de ton départ. Donc il y a un grand écart. Ouais. Tu découvres le business, tu te lances, tu essayes beaucoup de choses. Ça réussit pas. Enfin voilà, comme tout bon entrepreneur, il lâche pas l'affaire. Ah oui, c'est ça. Tu lâches pas l'affaire. Raconte-moi un petit peu tes premiers succès. Comment c'est arrivé? Il faut dire que le business en ligne, comme je le dis, moi je le découvre en 2013 avec Antoine BM, et tout cet univers-là. Et je vais faire un petit, pendant au moins 5 minutes, excusez-moi. Vas-y. Oui. Il faut comprendre que, comme je le disais tout à l'heure, quand je vis en France et tout, j'étais extrêmement frustré. Parce que comme je te dis, moi j'étais un problème de classe chez moi au pays. Tu vois, et je vis en France, j'arrive pas, j'ai pas le temps de travailler dur à l'école, parce que moi il faut travailler dur, j'ai toujours travaillé dur dans ma vie. Et tout le temps, tu sais, je me réveille à 5 h du matin, 3 h, tu me prends pour un fou. J'ai toujours travaillé dur. Et le fait d'être en France, je ne pouvais pas m'exprimer réellement. En tout cas, montrer que j'étais chaud, tu vois. Et il y avait cette frustration de se retrouver dernier de classe avec 14, 13, 15 de moyenne. Parce que les gars, c'était des génies. Non, mais les gars, c'était des génies à l'école d'ingé. Vraiment, heureusement, souvent, je dis, j'ai eu la chance d'être entouré de gens plus intelligents que moi. Parce que ça me motivait énormément à travailler dur encore, tu vois. Mais j'étais dans un environnement où j'étais frustré, j'arrivais pas parce qu'il fallait payer le loyer, il fallait aller chez Monoprix pour gagner de l'argent, payer l'école et tout. Et un jour, je découvre Antoine BM, tout ça, et je tombe sur une vidéo de Anthony Nevo. Je sais plus si c'est Anthony Nevo, mais je pense que c'est lui. Anthony Nevo, vie de dingue. Et dans sa vidéo, il dit, quand tu ne peux pas être le premier de ta catégorie, tu crées ta propre catégorie. Tu vois, dans laquelle tu deviens premier. Ça, c'est très bonne, tu vois. très bonne phrase. Ouais. Et sincèrement, cette phrase m'a tellement touché. Je me suis dit, putain, si je peux pas être le premier ici, en informatique, bah, il faut que je sois le premier en business en ligne. Tu vois. Et vu que je découvre le business en ligne, et c'est vraiment à partir de 2015, parce que en 2013, j'ai rien fait. En 2014, je commence le marketing de réseau avec un ami qui aujourd'hui est multimillionnaire aussi, il est sur Instagram, qui m'avait coopté à l'époque. Et en 2014, mais j'ai abandonné après, bien évidemment. Et en 2015, je me dis, OK, je me mets à 1000%. Parce qu'à l'époque, je laisse un peu mes boulots, Monoprix et tout, c'est des boulots qui te cassent, qui te brisent. Hein. Travailler dans les supermarchés, ça brise, sincèrement. Donc, je laisse tout ça parce que j'arrive à trouver un boulot en alternance en tant qu'ingénieur, qui me ramène 1800 € par mois. C'était quand même bien payé. Donc, du coup, je me lance à fond dans le business en ligne. Je commence à acheter des formations de presque tout le monde. Maxence Gauthier, Anthony Nevo, tous ces gars-là. Et je me lance à fond en me disant qu'il faut que je vive cette vie aussi d'entrepreneur. Que je puisse voyager parce que la première fois que je prends l'avion, c'est en venant en France. J'ai jamais voyagé dans ma vie. Et la première fois que je voyage même, je quitte la France pour aller dans un autre pays, c'était en 2014, où je vais en Chine pour la première fois, on en reparlera certainement. Oui, tu vois, surtout, oui. On en reparlera certainement. Et du coup, j'avais envie de cette vie-là, parce que en Afrique, il y a plein de choses que j'avais pas. Et maintenant que je suis en France, j'ai envie de voyager, j'ai envie de visiter le monde. Et je vois que le business en ligne peut me permettre de le faire, en fait. Et c'est là où je me mets vraiment à fond et je commence à tester tout. Et j'ai tout testé, hein, vraiment. Blogging de Olivier Roland, blogueur pro, Cédric Anissette qui était la Rat Race, affiliation avec Anthony Nevo, Maxence Gauthier aussi. J'ai acheté, en 2016, j'ai acheté ces formations sur l'expatriation à Hong Kong et tout ça, alors que j'avais 0 résultat, tu vois. En 2017, j'ai acheté ces formations sur l'Estonie en 2017, tu vois, alors que j'avais 0 résultat, mais j'avais quand même cette vision que un jour, moi, si j'ai envie d'aller vivre cette vie, d'aller à Dubaï, d'aller en Estonie, j'avais ça en fait, tu vois. Et c'est ce qui a fait que quelque part, je n'ai pas un peu lâché l'affaire parce qu'il faut dire que entreprendre c'est très difficile. Tu vois, moi j'ai commencé en 2014, mon premier succès est venu en 2019.
Ok, ouais. Tu vois, même ma chaîne YouTube date de 2016. Et en parlant de business et en parlant de voyage, il y a une chose, moi, qui m'avait marqué quand je t'avais rencontré, c'est que tu parles couramment chinois. Exactement. Et du coup, tu as aussi fait une chaîne YouTube sur ça, sur comment apprendre le chinois. Alors, bonne chance si vous voulez la retrouver, mais c'est quelque chose, il faut voir. Et raconte-nous un petit peu cette expérience en Chine, parce que t'as l'air en tout cas d'être assez ouvert sur le monde. T'es parti en Chine et tu as étudié là-bas. Ouais. Raconte-nous ce nouveau changement de culture qui est quand même aussi, tu passes de l'Afrique à l'Europe, à la Chine. Pourquoi aller en Chine et pourquoi décider de rester là-bas? En fait, en 2013, je découvre une amie sur Facebook. Tu vois, Facebook, elle m'ajoute comme amie sur Facebook. Et c'est une amie avec qui j'avais fait le collège à l'époque, en Afrique. Et on s'est ajouté, elle me dit, oui, je suis en Chine, il y a telle personne qui est en Chine, etc. Et tout. Je dis, ah bon? Et tu fais quoi en Chine? Elle me dit qu'elle fait des études et tout, etc. Et pour moi, à l'époque, en 2013-2014, pour moi, la Chine, c'est Jackie Chan, c'est Jet Li. Ouais. Tu vois, je ne connais rien, en fait, de la Chine, tu vois. Je pense même que je ne pouvais pas situer forcément la Chine sur une carte à l'époque, tu vois, parce que bon, je pouvais situer le Japon parce que j'aimais le Japon, les dessins animés japonais, Dragon Ball Z, etc. C'est des trucs qui ont un peu quand même en Afrique aussi, j'allais chez les voisins regarder un peu, tu vois. Donc je connaissais, mais la Chine, je ne connaissais pas du tout. Et du coup, elle me dit, bah écoute, si tu veux, passe en Chine. Et en 2014, j'ai travaillé tout l'été, en 2014. Et la fin de l'été, genre la 3e semaine, je me rappelle, j'ai pris le billet d'avion, c'était le 18 août. Et pour la première fois, je pars en Chine. Pour la première fois, à l'époque, j'avais fait une escale en Russie de 2 jours parce que j'avais pris le billet d'avion le moins cher à l'époque, tu vois. Ok, ouais. J'avais fait une escale en Russie à l'époque, donc première fois sur le territoire russe à l'époque. Et du coup, je vais en Chine en 2014 et j'ai été choqué. Vraiment, j'ai été choqué. Pourquoi? Parce que je découvre, parce que souvent, il y a cette image de la Chine, dictature. On a l'impression, quand tu écoutes les médias, que c'est la Corée du Nord, la Chine. Ouais. On a l'impression que c'est la Corée du Nord, tu vois, c'est la dictature, etc. Je découvre un pays où les gens font ce qu'ils veulent, tu vois. On ne sent pas la pression de l'État. En Chine, c'est extrêmement avancé. Pour te dire que les bus électriques et tout, en 2014, il y avait déjà ça, les motos électriques, c'était déjà en Chine en 2014. Extrêmement avancé à l'époque. La techno, laisse tomber, tu vois, en termes de technologie. Tu vois. En fait, quand tu vois, je sais pas, quand tu regardes les films des années 90, on te montre le futur. Ouais. On te dit, ouais, 2020 sera comme ça, tu vois. Ouais. Tu retrouvais ce futur-là en Chine, en fait. Où les gars sont tellement avancés en info. Et ça m'a blasé aussi, tu vois. Et surtout, ce qui m'a choqué, c'est de voir mes amis béninois parler chinois. Et j'étais choqué, tu vois. J'ai vu des blancs parler chinois, mais On est en d'accord, plus, ça choque. ça choque. Oui, Vraiment, ça choque. de devoir parler. J'étais choqué, j'ai dit, attends, mais on peut apprendre cette langue-là, parce que pour moi, le chinois, il n'y a que les Chinois qui parlent ça. Personne au monde ne peut parler chinois, parce que déjà avec les caractères, c'est un truc de malade. Je dis, non, c'est pas possible. Et le fait de me promener en Chine pendant 3 semaines, de voir des étrangers parler la langue, et surtout, c'était à Canton. Et Canton, il faut comprendre que c'est cantonais, on parle le cantonais à Canton. C'est la langue dominante, c'est pas le mandarin. Okay. Donc, du coup, beaucoup de gens de Canton ne parlent pas bien mandarin. Donc, quand il y a des étrangers qui parlent mieux mandarin qu'eux, tu vois, même eux, ils te disent, mais attends, mais mec, t'as un très bon niveau. Donc, tellement ça m'a choqué, je me suis dit, bon, tu vois, j'étais dans le truc un peu mindset, entrepreneuriat en ligne, tout ça. Et je me dis, OK, résolution de l'année 2015, j'apprends le chinois en 1 an. D'accord. Tu vois. Et c'est comme ça, quand je reviens des vacances, des vacances en Chine à l'époque, je me suis dit, 2015, je vais apprendre le chinois. Okay. Donc, je regarde des vidéos sur YouTube, je tombe sur Cédric Beau à l'époque aussi. Et c'est là où je me mets à fond sur le chinois tous les jours. Il y a 365 leçons. J'ai pas raté une seule. Enfin, j'ai raté des jours, mais quand je dis raté, c'est quoi? C'est tous les matins à 5 heures, je devais apprendre le chinois, tu vois, de 5 heures à 7 heures du matin. Et parfois, je ratais. Okay. Et genre, il était minuit, 1 heure du matin de l'autre jour. Okay. Et tellement ça me faisait chier que je me réveillais, je le faisais. Et j'enchaînais en même temps à 5 heures du matin, tu vois. Et c'est en faisant ça en 1 an, j'ai eu le niveau 4. Donc, le niveau 4, c'est 1500 karaté chinois, tu vois. Et du coup, j'ai passé les examens, parce qu'il y a des examens de langue chinoise que tu passes, etc. Et en passant ces examens, tu peux avoir des bourses du gouvernement chinois. Et c'est comme ça que j'ai eu la bourse et je suis parti en Chine après mes études. D'accord. Donc, très curieux des pays, des cultures, du business en même temps, parce que d'après ce que tu m'expliques, YouTube était constamment là. Tu l'as découvert à quel âge d'ailleurs, YouTube? YouTube, je dirais à 18 ans. 18 ans, ouais, d'accord. 18 ans, oui. Et après, ça a bercé tout le reste de ta vie. Tout le reste, ouais. Jusqu'à maintenant, ok.
Et tu m'avais parlé aussi à un moment que tu avais découvert, parce que nous, quand on s'est rencontrés, on avait beaucoup parlé de dropshipping, etc. Et que tu avais découvert AliExpress à cette époque-là. Exactement, en Chine, en 2014. En 2014. Oui, parce que quand je vais en Chine, je vois les prix. À l'époque, j'avais même acheté les casques à Monster Beats. Le faux, tu vois, 50 € en Chine. Et j'avais fait au moins près de 8 ans avec ce casque-là, tu vois, qui était de très bonne qualité. Tu vois. Donc, du coup, mes amis ici me présentent Taobao, 1688, Alibaba, AliExpress et tout. Donc, ils me présentent tous les trucs. Et l'un des business même que j'ai lancé en 2014 quand je reviens de Chine, à l'époque, AliExpress venait de sortir. C'est un peu comme Temu aujourd'hui, ce qu'on voit, ils font des prix dérisoires. Tu avais des téléphones portables à 30 €, à 20 €. J'en achetais 10. J'envoyais en Afrique pour revendre et tout, 2 fois le prix, des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est à cette époque que je découvre AliExpress. Et j'ai même fait un site WordPress, à l'époque, d'affiliation. D'accord. Tu vois, qui était connecté à AliExpress, où quand les gens achetaient, tu recevais des commissions à hauteur de 5%, 8% sur les ventes. AliExpress. Donc, c'est tous ces business models que j'ai testés à l'époque, jusqu'en 2016, où je tombe par hasard sur une conférence, un webinaire, je sais même pas ce que ça veut dire, mais un webinaire, d'un mec qui s'appelle Sébastien Cerise et qui parle de dropshipping avec AliExpress. Et du coup, vu que moi, je faisais déjà du dropshipping, enfin, j'achetais en Chine et que je revendais en Afrique via AliExpress et que j'animais même un groupe Facebook de 2000 membres où je partageais des liens d'affiliation AliExpress. Ah ouais, donc, ah oui, ok. Ouais, donc, t'étais déjà sur le filon, sur le Chine, filon Chine, tu vois. Je partageais des liens d'affiliation. Le groupe existe encore en plus. Et quand il parle de ça, ça me parle tout de suite. Et il dit, bah, du coup, il te dit que non, pas besoin d'affiliation. En affiliation, tu ne gagnes rien. Tu vois, tu gagnes des 2, 3, 5% et tout. Et là, maintenant, tu peux fixer toi-même le prix et c'est le Chinois qui envoie le produit. Et pour moi, je dis, bingo. Tu vois, et c'est comme ça que je plonge après aussi dans le dropshipping après. Et qu'est-ce que tu as le plus apprécié ou pas en Chine quand tu étais là-bas? Qu'est-ce qu'il y a des choses qui t'ont... Alors, tu m'as dit, tu as eu une claque technologique, de beaucoup d'innovation, ça va très vite. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être qui t'ont moins plu ou peut-être marqué différemment ou tu voyais une différence, tu dis peut-être ce serait bien qu'il y ait ça en France ou alors ailleurs ou L'une des choses, et je pense que beaucoup, j'aime pas être content. On dit tout là. On dit tout d'ailleurs, on va être content. Il n'y a pas de pays parfait. D'accord. Il y a pas mal de critiques qu'on peut dire sur la Chine. Au niveau de la sécurité alimentaire, par exemple, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est des trucs qui se sont améliorés, il faut le dire. Au niveau des blocages, parce que t'as pas WhatsApp, t'as pas Facebook, t'as rien de tout ça et tout. Mais il y a une chose que moi j'ai beaucoup appréciée après, ça dépendra de l'expérience de chacun, c'est que les Chinois te respectent peu importe qui tu es. D'accord. Tu vois. Et ça, c'est vraiment, je le dis souvent, le pays dans lequel on m'a le plus respecté au monde, même par rapport à mon pays d'origine, c'est la Chine. Ok. Tu vois. Je le dis tout le temps, même par rapport à mon pays d'origine. Donc, c'est même pas une question de France. Et comment t'expliques ça? Parce que faut comprendre que les Chinois, surtout quand tu es dans une mentalité business, le Chinois s'en fout de qui tu es, de ta couleur de peau, de ton origine. Il veut faire de l'argent. Ouais, c'est des marchands, c'est des commerçants. C'est des marchands, ouais, bah oui. Tu vois, il veut faire de l'argent. Et cette mentalité est quelque chose qui m'a beaucoup touché en Chine. Tu vois, parce que j'ai eu l'impression vraiment qu'il y a un certain respect, tu vois. Il y a une expérience que je raconte souvent, et bon, qui peut paraître banale, hein. J'étais à la banque en Chine parce que j'avais un compte bancaire que j'avais créé à l'époque en Chine quand je faisais mes études. Quand tu viens étudiant, tu crées un compte bancaire et tout. Ouais. Et j'étais là et tout, et la conseillère, elle vient, elle se met à genoux. Devant moi, elle demande mon passeport. Tu vois? Et tellement j'étais choqué, je me suis dit, attends, mais moi et tout, tu vois? Et c'est des petits trucs, hein. Bon, en Asie, de manière générale, il y a ce côté respectueux qu'on connaît un peu la culture asiatique de manière générale. Mais pour moi, ça a été un choc. D'accord. Ça a été vraiment un truc, je me suis dit, mais putain. Je me dis, mais... Mais c'est marrant parce que, un petit détail vraiment à la con, sur WeChat, il y a un emoji que j'adore, c'est celui-là. Ouais, celui-là. Et une fois j'ai demandé, je sais pas, je l'adore cet emoji. Et une fois j'ai demandé aux Chinois, il veut dire quoi cet emoji? Et ils m'ont dit voilà, c'est respect. Et c'est marrant ils ont un emoji spécialement pour respect, ça, pour montrer une reconnaissance. Exactement, tu vois. Et du coup, moi, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué positivement. Jusqu'à présent, c'est l'une des choses que je dis souvent aux gens. Parce que les gens, oui, les Chinois sont racistes, les Chinois sont ci, les Chinois sont ça, etc. Moi, j'ai pas la même expérience. Il y a des choses, effectivement, en tant que noir, où les gens vont te regarder, ils vont te toucher. Ah ouais, comme ça? Oui, les Chinois, ils ont pas de tact, hein. Il y a ça aussi qui est un peu négatif. Tu vois, quelqu'un peut te voir dans la rue. Pourquoi tu es noir? Il t'a jamais salué, il t'a jamais rien, mais vraiment, c'est un truc de ouf, tu vois. Il te regarde, pourquoi tu es noir?
Tu vois, et le gars, il est choqué, tu vois. T'as les enfants qui pleurent parfois aussi. Mais bon, aujourd'hui, c'est vraiment en 10 ans, presque 10 ans maintenant, les mentalités changent. Les Chinois découvrent aussi le monde. Ouais. Ils voyagent beaucoup, tu le sais, avant le coronavirus. Donc, ils découvrent d'autres personnes aussi. Mais il y a ce côté où, c'est un côté que j'aurais aimé qu'il y ait en France, ce côté où on s'en fout de qui tu es, tant que tu fais le boulot. Tant que tu es là, que tu apportes de la valeur. C'est vrai qu'en France, il y a beaucoup un jugement de... Enfin, il y a un réflexe de te juger par ce que tu es capable de montrer en termes d'études, en termes d'acquis, ou enfin, on a cette attache au fait qu'il faut que tu prouves quelque chose. Exactement. Dans le cadre qui est défini par le pays, ou en tout cas par la mentalité. Par la mentalité des gens. Et c'est ça que je trouve un peu dommage en France, où tu as, et ça m'a affecté aussi, on parlera de l'Estonie après, et tout, où tu as peur en fait, tu ne sais jamais, par exemple en France, tu ne sais jamais en fait, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est mon diplôme ou est-ce que c'est parce que je suis pas dans le cadre. Par exemple, j'ai eu énormément de mal à trouver du boulot en France. Tu vois, c'est pas pour, l'idée n'est pas de se victimiser et tout, non, mais j'ai énormément de mal. Et je le dis, même c'est mon école qui m'a pistonné pour mon premier boulot. Tu vois, j'ai énormément de mal à trouver du boulot. Quand tu veux louer un appartement et tout, c'est très compliqué aussi. Et c'est des choses où je me dis, c'est dommage parce que, à la limite, fiez-vous à la personne, pas parce qu'il est africain, pas parce qu'il a telle couleur de peau ou pas. Et je pense que ce côté-là aussi, est le côté où, bizarrement, dans un pays où il y a très peu de noirs comme en Chine, c'est le pays où lequel, tu vois, je viens, bien évidemment, il y a, on va pas ici enjoliver la Chine, hein, pas du tout. Mais en tout cas, pour moi, pour mon expérience en Chine, globalement, ça a été une expérience positive pour moi. Et c'est un peu ce côté que je regrette un peu dans le monde occidental, en Europe de l'Ouest, où rapidement on va te juger d'abord. Et c'est quand tu commences à faire tes preuves qu'on reconsidère le jugement. D'accord. J'ai l'impression, j'ai envie quand même qu'on te donne ta chance d'abord. Au lieu de te juger premièrement. Et c'est ça que je trouve souvent en France. Non, mais c'est vrai, il y aura ce jugement pendant un premier temps. C'est-à-dire, tu es déjà coupable, après maintenant il faut te défendre. Tu vois un peu. Il faut surprendre. Il faut surprendre en fait. Parce qu'il y a des idées très. Il y a des idées qui sont un peu reçues. C'est vraiment ce côté que je regrette un peu sur la France, tu vois, et que j'ai pas trouvé en Chine. Et surtout quand tu es entrepreneur. Parce que pour les Chinois, ce mot, ça sonne comme une berceuse. Make money, ça sonne comme une berceuse dans leurs oreilles. Ils veulent tout le temps faire du business avec toi et tout. Et je le montre dans mes vidéos YouTube. Je visite des usines en Chine. Je rencontre des chefs d'entreprise, des multimillionnaires. Et je débarque en t-shirt avec mon petit truc. Et le gars, il te sert à manger, il t'invite chez lui à la maison. De toute façon, n'importe qui a fait l'espèce qui a une petite expérience avec les Chinois, et t'es choqué de la manière dont t'accueilles et te dis, mais attends, mais est-ce que je peux appeler Areva pour dire, les gars, je débarque, je te parle de grosses boîtes, hein, des boîtes qui gèrent des millions. Nous, il y a quelque chose qui peut surprendre les Européens, c'est de voir les Chinois réussir à conquérir beaucoup de marchés, notamment l'Afrique. Toi qui viens d'Afrique, qui connaît les Chinois, qui a connu la France, qui a connu tout ça, comment tu peux expliquer que les Chinois arrivent aussi facilement à avoir la confiance des marchés dans lesquels ils arrivent? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Et tout de suite, il y a un facteur qui fait que la France est en train de perdre du terrain en Afrique. C'est son côté moralisateur. D'accord. C'est ce côté condescendant et moralisateur. À chaque fois où la France doit faire quelque chose, il faut avoir la démocratie d'abord. En fait, ils viennent toujours avec un agenda donné. C'est à double tranchant parce que c'est des phrases, mais derrière, on sait très bien. Exactement. Tu vois, il faut d'abord faire telle chose. Ils sont pas très démocratiques forcément. Il faut d'abord faire telle chose. En fait, la France vient avec des conditions. Et les Chinois te disent, moi, je m'en fous de ce que tu fais. C'est ton pays. Tes problèmes internes ne me concernent pas. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on peut faire du business, oui ou non? Oui, ok, let's go. D'accord. En fait, venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. On vous respecte. Okay. On vous respecte. Et je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui qui fait que la Chine gagne du terrain en Afrique, c'est ce respect qu'ils donnent aux Africains, vraiment. D'accord. C'est le respect, c'est pas autre chose. Parce que moi, je dis toujours, en tant qu'Africain, je suis francophone, je parle français. La plupart des pays africains, 14 pays en tout cas, sont francophones. D'accord? C'est toujours plus facile pour un Africain de faire du business avec un Français qu'avec un Chinois dont la culture est différente, dont la langue est différente. Mais si aujourd'hui l'Africain choisit la Chine, c'est pas pour les beaux yeux du Chinois. Non, c'est parce qu'il y a ce respect que les Chinois ont compris très tôt en disant on respecte tout le monde. On n'est pas là pour se mêler des histoires internes des autres. On est là pour faire du business gagnant-gagnant. Tu vois? Et c'est ce côté que moi aussi je découvre justement quand je vais en Chine, qui fait qu'aujourd'hui tout le temps
j'organise même des voyages pour amener des gens en Chine aujourd'hui. Et je remarque, et les gens aussi le remarquent sur le terrain, qu'il y a ce respect en tant que businessman, en tant qu'étranger en Chine, qui fait que tu te sens... Enfin, on te considère, en fait, il y a vraiment ce sentiment d'être à l'aise. Ouais, ça fait plaisir parce qu'en fait, plaisir, en fait, ils viennent à poser une comparaison. Tu connais quelque chose, un standard de relationnel avec notamment la France qui a beaucoup été présente. Et d'un coup, on a d'autres personnes qui viennent. On a les Russes aussi qui sont présents et qui montrent une approche différente. Et c'est vrai que quand à n'importe qui, quand on commence à te donner le choix et qu'on te donne des choix qui ont l'air beaucoup plus attirants, évidemment que l'autre, tu vas dire en fait depuis le début tu m'as entubé ou depuis exactement, c'est ça. Depuis le début tu m'as entubé, tu vois. C'est ça aussi. Donc ce n'est pas parce que bon, pour calmer aussi l'auditeur, nos auditeurs, c'est pas que les Africains n'aiment pas la France ou que non, pas du tout. Moi la preuve, tu demandes à n'importe quel Africain, en tout cas à l'époque, les Africains ont envie de venir en France. Tu vois, moi, quand j'étais petit, tout le monde, on regardait la télé, on voulait venir en France, tu vois. Donc, les Africains ne développent pas d'animosité envers les Français, pas du tout. Je pense vraiment, en tout cas, les Français, peut-être le gouvernement, mais les Français de manière générale, tout le monde s'en fout. Après, les Français, on n'a pas la guerre, voilà, on n'est pas en guerre contre les Français. Je pense qu'il y a des gens qui veulent faire les amalgames comme si l'Afrique était en guerre contre les Français. Non, il faut pas faire du bruit. On est là pour mettre de la lumière sur les choses qu'on voit et qui sont visibles, à savoir ce genre de situation. Et on cherche à les comprendre. On sait très bien que, j'espère que vous savez très bien que c'est pas tout le monde, que c'est pas de généralité. Faudrait pas faire de généralité. C'est vrai, non, c'est pas contre les Français. Peut-être contre le gouvernement français. Je pense que même beaucoup de Français aujourd'hui sont déçus de leur gouvernement. C'est de la politique étrangère qui est mal gérée. De la politique étrangère très mal gérée aujourd'hui, donc ils sont aussi déçus. Donc c'est ça en fait. Sinon, de manière générale, les Français sont en Afrique. Je me rappelle même beaucoup de Français quand je suis venu en France qui me disaient oui, mais tu sais, avec la colonisation, l'esclavage, tu penses que si je vais en France, au Bénin, je dis mon gars, t'es chez toi. C'est comme dirait l'autre, c'est comme le patron qui descend au stock. T'es chez toi. T'inquiète, tu viens en Afrique, t'es chez toi. T'es bien accueilli, donc ne vous inquiétez pas. T'es bien accueilli en Afrique, il n'y a aucun problème en Afrique et tout. Et quand tu reviens en France, tu sens que tu t'es enrichi, on va dire, de ce que tu as vécu en Chine, de tout ça. Est-ce que tu as amené quelque chose avec toi en termes de mentalité ou beaucoup de réflexion Beaucoup de choses. Je pense que c'est important en tant qu'être humain de voyager. Et surtout, quand je parle de voyager, je ne dis pas tu quittes la France, tu vas au Canada, non. Pour moi, ou bien tu quittes la France, tu vas en Allemagne, tu vois. C'est pas un voyage, ça. Tu es dans ta zone de confort. Voyager, pour moi, c'est d'aller voir d'autres cultures. D'autres manières de penser. La Chine, c'est un choc, hein. La Chine, je vois beaucoup de personnes, soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Mais vraiment, c'est binaire. Tu vois. Soit tu tombes sur des gens comme moi qui kiffent. De la même manière, j'ai des amis africains qui étaient en Chine, ils ont détesté. Mais vraiment, ils ont détesté. Ils ont pas aimé du tout. Donc voilà, la Chine est binaire. Donc soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Et je pense que c'est important lorsque tu voyages, lorsque tu expérimentes d'autres cultures, lorsque tu vois d'autres manières de faire les choses, parce que c'est totalement différent. C'est un autre paradigme en fait. Et du coup, ça t'enrichit. Et moi, l'une des choses aussi, ce côté entrepreneurial des Chinois, ce côté business que les Chinois ont, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté personnellement. Et étudié quoi là-bas quand tu étais là-bas? Culture et philosophie chinoise. D'accord. C'était pas du tout en Ingé que j'étais en Chine. Quand j'ai étudié, c'était culture et philosophie chinoise. Et j'ai beaucoup apprécié cette mentalité. Et surtout, un truc que j'ai beaucoup appris aussi chez les Chinois, c'est le sacrifice. C'est un peuple qui se sacrifie énormément pour le futur. D'accord. Ils ont vraiment cette vision d'économiser ou en tout cas de se sacrifier aujourd'hui, même sur des générations pour que demain soit meilleur. En fait, ils ont vraiment ce côté optimiste en fait sur l'avenir. Vision long terme. Cette vision, tu vois, le gouvernement chinois a même fait des plans sur 50 ans, sur 25 ans, sur 5 ans. Et ils ont des plans, ils gèrent le pays comme une entreprise, tu vois, comme si c'était des entrepreneurs avec des plans, tu vois, où on calibre à chaque fois. C'est incroyable, un pays communiste qui arrive à être aussi bon en business et en capitalisme. En capitalisme, ils sont meilleurs que les capitalistes, tu vois, ils sont meilleurs que les capitalistes. Tu vois, donc, il y a ce côté qui m'a que j'ai beaucoup apprécié, et c'est même côté c'est même pas pour la France, même pour l'Afrique. Ce côté de pouvoir travailler ensemble. D'accord. On le retrouve beaucoup en Asie, et qu'on n'a pas du tout en Afrique. Où tu vois des gens se concerter. Il y a même des villes, les Chinois construisent des villes, tu vois. Ils sortent des villes de terre, tu vois. Et tu vois que c'est la diaspora chinoise qui a construit cette ville-là. Et tu penses que ça t'a servi, toute cette expérience, quand tu as commencé à te lancer dans le e-commerce, dans le drop, dans tout ça, pour peut-être développer ou
peut-être dans tes relations avec tes fournisseurs ou alors dans ta façon de comprendre comment gérer ta logistique ou gérer les produits que tu choisis, des choses comme ça. Oui, ça aide énormément. Le fait de... je sais plus qui disait, lorsque tu parles une langue étrangère, une langue étrangère, tu parles à la tête, et lorsque tu parles la langue de quelqu'un, tu parles à son cœur. Un truc comme ça. Je sais plus qui l'a dit, mais il y a une phrase comme ça. Ok, oui, je vois, oui. Souvent, quand je parle avec les fournisseurs, le fait qu'ils savent que je parle chinois, la relation change directement. Ouais. Tu vois, la relation devient beaucoup plus fraternelle, j'ai envie de dire. Parfois, ils t'envoient même des produits gagnants. Tu vois, parfois, ils te donnent même des prix beaucoup plus attractifs. Ils peuvent, même en face d'un concurrent, te choisir juste parce qu'ils se disent que ce gars maîtrise notre culture, maîtrise notre langue, maîtrise notre pays, il nous aime. D'accord, ouais. Et ça fait une grosse différence, sincèrement. C'est vrai que souvent les fournisseurs, il y a le cadeau, la culture du cadeau. Ils vont t'envoyer un cadeau, petit cadeau une fois par an. Moi, j'ai des fournisseurs, on me fait un petit cadeau, j'étais surpris, oh, bon, merci et tout. Donc ouais, ils cherchent à vraiment entretenir une bonne relation et plus t'es proche d'eux et plus je pense que ça augmente ce sentiment-là, ouais. Exactement. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement, en tout cas, pour ceux qui sont intéressés par la Chine, apprendre la langue, ou peu importe le pays, je pense que lorsque tu apprends la langue d'un pays, les gens sont beaucoup plus touchés. Ok. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas trop dans le monde occidental, malheureusement. Ouais. Tu vois, bon, moi, je parle français, tout le monde s'en fout. Hein. Ouais. Tu vois, tout le monde s'en fout. Mais dans d'autres cultures, lorsque tu parles leur langue, il y a vraiment ce côté un peu où ils sont fiers, quelque part, de te voir parler de ta langue. Même quand je tombe sur des Français qui parlent béninois, entre guillemets, ça me fait plaisir. C'est vrai qu'en France, quand quelqu'un parle français, bah c'est normal. C'est normal, oui, on n'est pas choqué. Oh, vous parlez français, oh là là, ouais. On peut avoir un peu, mais c'est vrai que quand on compare à ce qui se passe dans les autres pays où vraiment ils sont très contents. Ils sont très contents. On se rend pas compte nous en fait que on pourrait exprimer un petit peu plus d'émotion quand quelqu'un fait l'effort de nous parler en français. Mais d'accord. Et du coup, pour continuer à parler expatriation, tu es parti en Estonie. Ouais. Raconte-nous un petit peu cette envie de voyager encore, de partir dans un autre pays. Et pourquoi l'Estonie? En fait, bon, je sais que c'est le sujet que les gens n'aiment pas trop. En fait, il faut comprendre que j'ai commencé le business en ligne, comme je disais, en 2015, vraiment à fond. Jusqu'en 2019, j'ai eu mon succès. Je suis resté en France jusqu'en 2021. Et l'une des raisons principales, tu le sais, c'est pour des raisons fiscales. Ouais. Principalement parce que en France, et c'est là que tu commences à comprendre, quand tu es entrepreneur, et tu vois l'effort que tu émets. Ouais. Parce que c'est ça aussi, souvent on montre un peu le côté, on voyage, etc. Mais c'est quand même un métier où tu dors parfois à 2 heures du matin tous les jours. Tu n'as pas de week-end. Tu vois, tu n'as pas de week-end. Même quand tu es en voyage, c'est très compliqué d'être loin de ton PC. Et quand tu fais tout ça, et tu vois les impôts passer, les taxes passer et tout, et tu vois ce qui te reste, parfois tu te dis autant être salarié. Oui, sincèrement. Ouais. Parce que moi, j'ai des amis qui sont salariés, qui sont à 4 000 euros net, 5 000 euros net, ils ne m'envient pas. Tu vois, la dernière fois, on s'est même vu tous à Amsterdam et tout, pour passer un week-end ensemble. Ça fait 5 ans, on ne s'est pas vu tous ensemble, tu vois, mon groupe d'amis d'université. J'étais le seul qui était là sur mon téléphone. Tu vois, eux, ils me bloquent tout. Ça peut manquer parfois quand tu es entrepreneur. Il y a une limite en fait à ce que ton cerveau il décroche. Exactement, tu vois. Quand t'es entrepreneur, t'arrives plus à décrocher vraiment. T'arrives plus à décrocher, alors que eux, durant tout le week-end, moi, je recevais encore des appels et tout, tu vois. Là, on est ensemble, mais on devait se voir ce matin depuis 10 heures. Je suis venu à midi parce que j'avais des appels, j'avais pas le choix. Et tu vois, et du coup, il y a ce côté où tu te dis quand même, avec tout l'effort que j'aimais, avec tout le sacrifice que j'aimais, ce que je gagne, sincèrement, n'est pas à la hauteur du boulot que je fais. Tu vois? Et c'est là où tu commences à te poser la question, est-ce que je pars où? Qu'est-ce que je fais? Etc. Avoir ce sentiment vis-à-vis des impôts, il ne faut pas culpabiliser. La France est le 2e pays le plus taxé au monde. Donc, vous avez le droit de vous sentir mal vis-à-vis de ça. Il n'y a pas de problème. On est dans les meilleurs sur ça, donc c'est normal de ressentir un peu ça. On serait 17e. Oh, ça peut se discuter. Bon, on est exactement, donc, je vois. Ça va. Donc, pour moi, en fait, c'est ça. Et pourquoi l'Estonie? C'est simple, en fait, parce que à l'époque, je vous regardais Dubaï. Dubaï prenait environ 3 mois, 6 mois pour s'expatrier. J'ai regardé UK, pareil. Malte, pareil. Ça prenait du temps de mettre la procédure. Et Estonie en 1 semaine.
Tu vois. Donc, moi, le calcul s'est fait comme ça. Je dis, ben, en plus, à l'époque, comme je t'ai dit, j'avais pris la formation sur l'expatriation de Maxence en 2016 ou 2017, la première version sur l'Estonie. Tu vois, donc, je me suis rappelé que j'avais ce truc-là à l'époque. Donc, je commence à regarder un peu ça et tout. Et je me dis, bon, vas-y, on va voir pour l'Estonie et tout. Et c'est comme ça que je débarque en Estonie. En une semaine, j'ai le titre de séjour, j'ai l'entreprise qui est créée, la banque qui est créée. Et du coup, le sentiment, c'est quoi? T'es parti du Bénin en France, tu as fait la France, tu as vu la Chine, tu arrives du coup, et là tu te déplaces, on va dire, plus ou moins, quand même à l'extrême de l'Europe. C'est quoi ton sentiment vis-à-vis du pays que tu compares avec la France? Qu'est-ce que tu aimes moins? Bref, en général, c'est quoi le sentiment de cette nouvelle expatriation ou immigration? Oui, immigration. Je pense qu'il y a quelque chose en faveur quand même de la France. Si on enlève la fiscalité, je pense que la France, facilement, fait partie d'un des meilleurs pays où il fait bon vivre. Le climat est assez sympa, le décor est assez sympa, tu vois. La nourriture, quand tu as fait l'Europe de l'Est, tu comprends pourquoi la nourriture française est top 1. Hein. La nourriture, elle manque partout dans le monde. Ça, on demande à n'importe quel Français expatrié dans le monde, qu'est-ce qui te manque le plus? Il va répondre la nourriture. Donc si vous les expatriez, soyez prêts à ce que la nourriture ne sera jamais aussi bien. Exact, tu vois. Peut-être au Japon, à ce qui paraît, ils sont vraiment bons. En plus, moi, j'ai une culture aussi africaine. Donc, la nourriture africaine est partout à Paris, alors qu'en Estonie, bonne chance. Va la trouver. Tu vois, je te dis, j'ai pris l'avion pour aller au supermarché en France. Hein. À un moment donné, j'en pouvais plus. Tu vois, j'ai appelé ma mère, j'ai pris l'avion, j'ai débarqué. Je suis allé au Chinois d'à côté, j'ai acheté toute la bouffe africaine. J'ai fait 2 valises de 32 kilos. Tu vois. Et je suis revenu en Estonie, tu vois. Donc, la nourriture, quand même, il y a ce volet où il y a, en termes de loisirs aussi en France, donc il y a pas mal de choses. Je pense que l'Estonie est très bon pour les gens qui sont, je dirais, introvertis, qui sautent pas trop, qui ne sont pas fêtards. Tu vois, des gens comme moi. Donc, du coup, je me sens bien en Estonie. J'ai pas de problème réel. Qu'est-ce que tu as aimé en Estonie, du coup? Le calme. Ok, ouais. C'est comme la plupart des capitales de l'Europe de l'Est, tu vois. T'es dans une ville comme l'Estonie, le dimanche, tu as l'impression qu'il n'y a pas de voiture. Tu vois. Même, je sais pas si tu as déjà vu des embouteillages en Estonie. Sincèrement. Ouais, non. Tu vois, et c'est le calme en fait. Une fois, mais c'était pas des vrais embouteillages. C'est pas des vrais embouteillages. tu passes une minute, tu vois. Donc il y a le calme, il y a aussi en Estonie, je dirais vraiment la rapidité administrative. Sincèrement, ça c'est quelque chose. C'est impressionnant, il faut le vivre pour le comprendre. Il faut le vivre pour le comprendre. Et t'appelles les gars, ils décrochent. Hein. Ah non, mais c'est pas comme en France, tu mets des 0800, il y a personne qui décroche jamais, même quand c'est payant. Non. En Estonie, t'appelles, ça décroche, tu vois. Tu dis envoyer un courrier pour me blaffer, vraiment sans me blaffer. Tu envoies un courrier, ça prend 3 semaines. Non. Donc vraiment, il y a ce côté administratif qui fait que, bon, même si on pense que l'Estonie, non, l'Estonie, on paye quand même, on paye 20 ou 22%. 20% en Estonie. La TVA, vous la payez si vous faites du business avec des entreprises estoniennes. Donc, en globalité, en Estonie, vous êtes entre 20 à 40% TVA inclus. Donc, c'est pas non plus le pays où il n'y a pas du tout de fiscalité. Mais quand vous voyez la qualité du service rendu, on sent. Ça, c'est quelque chose qui est souvent quand j'ai des personnes qui me contactent pour l'expatriation et qui me disent pourquoi ils veulent partir. Le premier, c'est j'ai trop de taxes, j'ai l'impression que mon argent, je le vois pas revenir. Enfin, j'ai l'impression je vois pas de retour. Et la mentalité. Mais du coup, c'est vrai que ce sentiment de l'imposition, on sent le retour de l'imposition est assez fort. Et c'est vrai que quand on arrive en Estonie et qu'on voit qu'avec moitié moins d'impôts, voire même encore plus, moins que ça encore, ils arrivent à faire tout ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est ce que moi je dis souvent. Pour moi, j'ai payé mes impôts en France avant de partir. Et surtout, vu que j'étais aussi étranger, bon, même si j'ai été naturalisé en temps, mais j'avais comme cette peur de me dire, toi, on va pas te pardonner. Tu vois, il y a vraiment ce côté où, quand tu es étranger en France, quand même, tu te dis, si toi tu fais une erreur, toi, on va pas te pardonner. Tu vois, ce sera beaucoup plus dur pour toi. Donc, du coup, moi, j'étais un peu parano sur les trucs, tu vois. Et même parfois, je dis à l'espèce, est-ce que tu es sûr que c'est bon? Est-ce que je peux partir tranquillement? S'il faut payer, je veux payer. Une fois, il y avait, alors ça, il faut le dire, parce qu'on s'est connus aussi, je t'avais vu en coaching. Une fois, je t'avais dit que tu peux économiser, tu sais que tu peux économiser au moins 50 000 euros d'impôts. Tu m'as dit, non, franchement, je veux pas prendre de risque.
je veux la tranquillité. Je me suis dit, bon, bah, ok. Et si je crois la première fois, quelqu'un m'a dit, non, non, tu sais quoi, qu'il les garde. Qu'il les garde, tu vois, parce que non, je t'assure, parce que, par exemple, à l'époque du dropshipping, où personne ne payait la TVA, moi, j'ai payé la TVA, tu vois, alors que, avant même la loi de 2021, moi, j'ai payé la TVA, alors que j'aurais pu ne pas la payer. Donc, j'étais dans une situation où je me suis dit, mon gars, moi, je veux pas de problème, tu vois, parce que si moi j'ai des problèmes, on va pas me pardonner, parce que c'est aussi ça aussi, la mentalité que tu as quand tu es, en tout cas en tant qu'Africain, tu as cette peur de te dire, moi, on va pas me faire de cadeaux. Tu vois. En tant qu'étranger, on va pas me faire de cadeaux. Donc, faut être le plus droit possible. Tu vois, essaie au maximum de ne pas te mettre dans la merde. Bah, c'est vrai que je pense aussi, c'est un sentiment qui est beaucoup vécu par les étrangers, notamment bah, les Noirs, les Arabes et tout ça, qui sont assez montrés du doigt. Et c'est vrai que quand on doit se sentir, quand on voit d'autres personnes qui font n'importe quoi, on se dit, faut pas qu'on m'identifie à ça, il faut vraiment que je sois irréprochable. Exactement. Parce que c'est trop facile qu'on va me dire, il est comme les autres. C'est ça, en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que souvent dans mes vidéos YouTube aussi, j'attaque un peu, entre guillemets, ma propre communauté sur certaines choses. Par le fait de faire des casses, etc., tu vois, lors des manifestations. Parce que derrière, on va t'associer aussi, dans tous les cas. Tu vois, je peux comprendre, parce que souvent on peut dire, oui, les gens, il n'y a pas d'amalgame. Non, il y a de l'amalgame. Il y a de l'amalgame. On n'est pas dans un monde bisounours. Il y a de l'amalgame. Donc du coup, toi, en tant qu'étranger, tu te dis, putain, moi je fais bien les choses. J'ai pas envie non plus que les erreurs des autres, tu vois, soient reflétées d'une manière ou d'une autre, tu vois, sur moi, se reflètent d'une manière ou d'une autre sur moi, en fait. Donc, tu te dis, autant faire bien les choses. D'accord. Tu vois, autant que je fasse bien les choses, au moins j'ai l'esprit tranquille. Ça ne dispense pas un jour que tu tombes sur un policier bizarre qui te fout la merde et tout. Tu vois, on va juste prier pour que ça n'arrive pas, mais quelque part, tu essaies quand même au maximum de bien faire les choses, tu vois. D'accord. Et c'est pour ça aussi que, bon, moi, toute cette histoire de TVA, fiscalité d'un dropshipping, j'essayais de dire, bon, tu vois, moi j'avais peur même, tu vois, je disais à l'expert comptable, vas-y, ok, on le doit, vas-y, payons tout, vas-y, tu vois, payons tout. Et là, même la dernière fois, il y a quelques mois, on m'a remboursé, tu vois, c'est pas, la France m'a remboursé, c'est pas 2000 €, un truc comme ça. Ils m'ont même appelé, hein, bizarrement, oui, vous avez fait un surplus, vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Donc, j'envoie, mais est-ce que tu es sûr? Parce que moi, remets-le, ça. Ils n'ont qu'à garder, j'en ai pas besoin, qu'ils gardent l'argent. Donc, tu deviens un peu parano, en fait, par rapport à tout ça. Et tout par rapport à ça. Donc, et c'est là où, quand tu fais le contraste un peu avec l'Estonie, et tu vois que tout est bien ficelé, tout est bien fait, parce que l'objectif, et je le dis encore, ce n'est pas de fuir la France et tout, à cause des impôts et tout, c'est que derrière, tu te dis, le service rendu par rapport au montant d'impôt qui est payé, je suis désolé. La qualité de vie, en fait, en tant qu'entrepreneur, est parfaite. C'est-à-dire, si tu veux voyager pour faire la fête, pour tout ça, va en Thaïlande, va en Hongrie, va à Bali, va tout ça, va à Dubaï. Mais c'est vrai que l'Estonie, il y a ce côté, tu veux venir, tu es un bosseur, tu veux développer ton truc, il y a tout ce qu'il faut pour ça. Il y a tout ce qu'il faut. On te facilite la vie pour ça. Et aussi, l'une des choses aussi, parce que bon, les gens me posent tout le temps la question, mais en tant que Noir, en Estonie, en Europe de l'Est, c'est des questions qui me reviennent tout le temps. Même quand on rencontre des Français, des Blancs aussi, ils te disent, mais Alain, comment tu vis l'Estonie? C'est intéressant, parce que on peut faire le comparatif avec la France aussi. Exactement. Est-ce que tu ne fais pas de trucs là et tout? Est-ce qu'il n'y a pas l'impression, les gens ne sont pas racistes? Parce que, bon, je sais aussi, on te dit la carte des pays les plus racistes au monde, l'Europe de l'Est en rouge comme ça. Et ouais, c'est surtout les Polonais, les Hongrois qui font parler d'eux surtout. Oui, exactement. Donc, tu as quand même un peu peur. Il faut dire aussi que moi, tu vois, moi, je n'étais même pas venu visiter l'Estonie avant de venir. Tu vois, je suis venu, genre, en même temps. D'accord, ouais. Tu vois, quand j'ai pris l'avion, j'avais déjà déménagé, en fait. Je ne suis même pas venu en vacances, en fait, pour voir un peu est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas. Tu vois, donc il y avait ce côté aussi où j'appréhendais beaucoup. D'accord. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on va me refuser le logement? Là, c'est des choses qui se passent en France, il faut qu'on le dise, tu vois. C'est des choses qui se passent en France. Le logement, parfois, c'est compliqué. J'avais vu un TikTok, une vidéo, une fille qui disait, quand on est noir, il y a une chose qu'on fait et que vous faites pas, c'est regarder si dans le pays, comment ils sont avec les noirs. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'il y a ce truc de, on a quand même cette appréhension, on se dit, comment est-ce qu'ils sont racistes? Oui, mais tu sais, la première fois où j'ai voulu aller en Chine, la première chose que je tape sur YouTube, comment les Chinois traitent les noirs. Parce que tu ne veux pas non plus qu'on t'insulte tous les jours. Tu n'as pas non plus envie d'être quelque part où tu donnes ton argent, où tu es mal accueilli quelque part.
Tu vois, il y a quand même ça aussi, tu vois. Donc, ok, qu'on ne m'aime pas, c'est pas un problème. Je suis pas là pour me victimiser, tu vois. Mais de la même manière, je vais pas les aider non plus. Ah, quand même, tu vois, faut pas abuser non plus, tu vois. Je vais pas les aider non plus. Tu vois, donc, quelque part, moi, je me dis, même pour l'Estonie, bizarrement pour l'Estonie, j'ai rien contrôlé. Et je peux dire aussi pourquoi. Parce que bon, l'Europe de l'Est, je connais un peu quand même. Parce que pendant très longtemps, j'allais en République tchèque. Parce qu'à l'époque, ma copine à l'époque habitait là-bas en République tchèque à l'époque. Donc, j'allais en République tchèque tous les 2 mois, 3 mois à l'époque. Tu vois, ce qui a fait que je connaissais bien un peu l'Europe de l'Est et je me sentais pas forcément... À la limite, les gens s'en foutent de toi. Tu vois, ils s'en foutent de toi, tu vois. Donc, moi, c'est ce que je veux. Qu'on s'en foute, je m'en fous et on continue notre vie, tu vois. Donc, j'avais pas ce sentiment, en fait, tu vois. Et je te raconte même une anecdote. La première fois que je mets pied en République tchèque et je passais un jour, je devais aller vers le Airbnb et il fallait passer par une forêt, tu vois. Il y avait une grande forêt comme ça. Il fallait passer, il devait être 22 heures. Et il y avait des Tchèques derrière moi, 3-4 personnes, ils parlaient et tout. Et j'étais devant. Mon gars, j'avais tellement peur. Je me suis dit, putain, ils vont me tuer. En plus, je dirais, les Tchèques, ils sont racistes. Putain, je te jure, j'étais là, je priais seulement. Je me dis, putain, ils vont me tuer, je suis mort là. Et on a fait tout le trajet, rien ne s'est passé. J'ai dit, bah, ok. Tu vois, donc il y a cette appréhension quand même. Et aussi, quand j'ai commencé, je suis venu en Estonie. Et tu sais que pour avoir ton titre de séjour, il faut trouver le logement. Et du coup, quand je commence à visiter les agences, j'avais cette peur de me dire, mais putain, je pense que je ne vais pas trouver. J'avais vraiment cette peur de me dire que je n'allais pas trouver de logement. Et tu arrives, on te dit, vous gagnez combien? Je dis, bon, 10, 15 000. On me dit, ok. Voici la caution. 0 papier demandé. On m'a donné la clé. Ça, c'est étonnant. Quand tu arrives, je t'assure. T'es prêt à donner limite ton carnet de santé, enfin, tout. Et ouais, non, vraiment, on m'a rien pris. Ouais, on te demande juste combien si tu gagnes assez. Voilà, si tu gagnes assez, tu vois. Et j'étais tellement choqué, je dis, ok, c'est tout. C'est rapide, c'est rapide, tu vois, c'est... Non, vraiment, on a pris une matinée, hein. Une matinée, c'était plié, je suis passé à autre chose, tu vois. J'ai aucun problème en Estonie aujourd'hui, que ce soit au niveau de la banque aussi, bah, tu débarques, il n'y a pas de rendez-vous. Tu débarques à la banque, quelqu'un te prend, les gens t'aident, tout le monde parle anglais aussi, qui m'avait même surpris. Un point très important que je précise, et on oublie souvent quand on s'expatrie, on a l'espace administratif qui est en anglais. Et ça, il faut le préciser, parce qu'il y a beaucoup de pays où tu vas, tout est en, je sais pas, en portugais, en thaïlandais ou je sais pas quoi. Tout est en anglais en Estonie. Voilà, à part la bouffe. Ce que je comprends pas. Dans les supermarchés. Là, ils n'ont pas traduit. Mais sinon, tout le reste est en anglais en Estonie. Donc, pour moi, l'Estonie, c'est quoi? Cette facilité administrative en Estonie qui m'a surpris, qui fait que quelque part, tu payes 20-40%, tu es content parce que ça marche. Tu vois, l'idée n'est pas de payer 0%, c'est pas grave. Tu vois, un système qui marche, faut soutenir le système aussi. Tu vois, c'est pour ça que moi, je suis même résident fiscal et je me donne un salaire, donc je paye aussi tout ce qui est charges fiscales, charges sociales, etc. En Estonie. Ce qui fait que, bah, comme dans tous les pays européens, quand tu payes, bah, la santé est gratuite. Tout est gratuit, quoi, comme en France. Hein. Mais il y a ce truc aussi où on se dit, oui, mais en France, il y a beaucoup de taxes parce qu'il y a la santé, machin. Quand on va dans d'autres pays, sincèrement, presque tous les pays de l'Europe sont comme la France en termes de charges sociales, en tout cas d'aide sociale. Hein. De retour du service. De retour, tous les pays sont comme ça. Donc, en Estonie, c'est pareil. Tu vas à l'hôpital, tu payes tes charges, tu ne payes pas. Hein. C'est comme ça. En plus, les transports en commun sont gratuits. Oui, aussi, c'est vrai. Donc, à Tallinn, tu vois, la capitale, tu vois. Donc, c'est quand même aussi un bon point aussi pour l'Estonie. Et deuxième chose, c'est la tranquillité que j'apprécie beaucoup en Estonie. Cette tranquillité, c'est un petit pays, bon, pas si petit que ça, parce que c'est quand même plus grand que la Belgique, mais tu as l'impression que tout est à côté. En fait, avoir une voiture en Estonie, je me dis, ça sert absolument à rien. Tu vois, à moins que tu aies des enfants. Vraiment, tu es à 15 minutes d'à peu près partout en Estonie. En tout cas à Tallinn, tu as 15 minutes d'à peu près partout à pied. Tu vois, donc c'est ça aussi qui est... c'est convenient, quoi. C'est à taille humaine, comme disait. C'est à taille humaine, tu vois. Personne qui accompagnait, C'est à taille humaine, donc c'est ce côté aussi qui est extrêmement bien. Les gens, de manière générale, bon, faut dire qu'on n'a pas beaucoup d'interactions parce que tu es entrepreneur, donc tu sors pas beaucoup non plus. Mais de manière générale, les interactions sont assez sympas avec les Estoniens, qui sont quand même des gens assez froids aussi, faut le dire. C'est pas le Canada non plus, hein. C'est pas le Canada, c'est pas c'est un mélange entre culture européenne, russe et scandinave. Et scandinave, oui. Il y a ce côté aussi très très réservé, très calme des Estoniens. Mais sinon, à part ce volet-là,
Il n'y a pas, il y a rien de spécial. La bouffe, par contre, bonne chance. Ce côté va vous manquer, je pense, au niveau de la nourriture. Parce que la bouffe estonienne, personnellement, moi, je suis pas trop fan non plus. Voilà. Tout le reste, il y a des très bons restaurants. La nourriture coûte cher, ce qui est très bizarre dans un pays dont le SMIC est à 600-700 euros. La nourriture est assez chère quand même en Estonie, donc il faut aussi prévoir cela. Parce que tu peux avoir un logement qui ne coûte rien, mais la nourriture, quand tu calibres un peu, tu vois quand même que bon, ils sont chers les supermarchés ici, tu vois. Donc il y a ce volet aussi qu'on peut retrouver en Estonie. C'est bizarre, ça dépend en fait de où tu vas sur le supermarché, de ce que tu achètes comme nourriture. Et même, parfois, des restaurants luxueux font le même prix qu'un restaurant normal. Oui. Et ça, c'est assez perturbant aussi. Où tu te dis, en fait, ça vaut plus le coup que j'aille me prendre un super resto et au moins le rapport qualité-prix sera bon, ce qui sera en réalité pas cher du tout, hein, je vous le dis. Mais par contre, si tu vas dans un resto classique, c'est vrai que les prix peuvent être étonnants. Ouais. Exactement. Donc, il y a ce côté aussi que j'apprécie aussi en Estonie. Et c'est ce qui fait que depuis 2 ans, je suis encore là. Ça fait maintenant plus de 2 ans maintenant que je suis en Estonie. Et personnellement, je ne sais pas si je vais rester toute ma vie en Estonie, c'est pas sûr. Parce qu'il y a quand même le côté où si j'ai un enfant, par exemple, ou je me marie, par exemple, je ne me vois pas forcément rester en Estonie. Mais pour mon entreprise, je pense qu'elle va rester en Estonie. Okay. Ouais, je ne suis pas sûr que je vais déménager mon entreprise. Avec une administration facile à gérer comme ça. Ça. Pas trop envie de changer. Ouais, t'as pas trop envie de changer. Parfois, tu te demandes, mon expert comptable, il sert à quoi? Sincèrement, les gars, il sert à pas grand chose. Parce que tu peux le faire, en fait. Tout est simple à faire. C'est en anglais, c'est ça. Tout est expliqué, tu as des tutos, mais vraiment, les gars, ils ont fait un bon boulot. Et quand on a une question, on peut poser et répondre. Ils expliquent tout. Le jour même, on a la réponse. Peut-être parfois le lendemain maximum, mais non, c'est... moi, j'ai eu un cas où on s'est échangé des emails comme ça. Je sais même plus c'était quoi, c'était mon colis ou c'était pas un truc, la déclaration en douane. Et tout. Donc, j'ai envoyé un email. Donc, 10 minutes après, on m'a répondu, j'ai renvoyé. 2 minutes après, donc, on s'échangeait par email comme ça. Je me dis, mais attends, mais c'est quoi ce pays, tu vois? D'accord. Donc, il y a ce volet-là que j'apprécie aussi en Estonie. Oui. Ça fait 2 ans, du coup, que t'es, un peu plus de 2 ans que tu es en Estonie. Est-ce que tu t'imagines vivre dans un autre pays maintenant que tu as un petit peu découvert toutes ces cultures-là? Est-ce que tu te vois vivre plus tard dans d'autres pays ou pas? Et si oui, lesquels? Ouais, personnellement, ça va être, comme je le disais, la Chine, parce que j'ai beaucoup apprécié la Chine quand même. Ah oui? Ouais, j'ai beaucoup apprécié, parce qu'on n'a pas trop parlé du côté qualité de vie en Chine, etc. On était plus business, on était beaucoup plus business, mais la qualité de vie, quand tu enlèves le logement qui souvent coûte cher, en fonction des villes en tout cas, coûte cher en Chine, la qualité de vie est quand même assez incroyable. Tout est, je dirais, abordable, c'est pas du tout cher. Il y a tout ce que tu veux, que tu peux trouver en Chine en termes de plaisir, d'attraction, etc. Donc, et surtout le fait d'avoir les usines à côté de chez toi. Tu vois, quand même businessment parlant aussi, tu es dans un écosystème. Je compare un peu, c'est comme si tu étais à la Silicon Valley, tu vois, où tu as toutes ces grosses boîtes qui sont là et tout, mais là, tu en as des millions, des usines et tout à côté. Donc, tu as ce côté où tu mêles un peu l'utile à l'agréable, en fait. Tu as le business qui est là, c'est vrai, mais en même temps, tu as le côté où tu peux aller visiter une usine qui est à côté rapidement. Tu vois, tu peux rencontrer il y a un dynamisme, quoi. Il y a un dynamisme multimillionnaire comme ça qui, et surtout beaucoup de millionnaires, je sais pas, sont très humbles. Il y a ce côté un peu humilité qui fait que, tu peux le rencontrer, vous allez parler alors que le gars, il est pété, tu as 100 millions d'euros, 100 millions de dollars. Tu vois, c'est un truc de ouf que tu vis, tu vois. Je sais, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui attaquent Oussama Hamar quand il dit qu'il a discuté avec des Yakuza, sur ses vidéos et tout. Quand je connais un peu la culture asiatique, je me dis, si tu es quelqu'un d'extraverti et tout, peut-être que c'est pas si faux que ça. Hein. C'est vraiment Dieu, parce qu'en Asie, tu peux effectivement tomber sur des trucs impressionnants. Moi, j'étais tombé sur des gens, j'ai découvert après que j'étais des multimillionnaires, c'est des gens qui étaient tu te disais, mais en Europe ou même en Afrique, je ne peux même pas approcher ces gens-là, quoi. Je vois. Tu vois, donc, donc, je me vois quand même côté un peu Chine et bien évidemment chez moi en Afrique et tout. Il y a ce volet où il y a la famille, le business et tout. Donc, je me vois quand même faire de la navette entre les deux beaucoup plus fréquemment. Et pour la Chine, tu me parlais à un moment de la qualité de service en Chine. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, de les exemples? Qu'est-ce qui t'a marqué là-bas? Qu'est-ce que tu as aimé ou peut-être des choses que tu as vues qui t'ont impressionné? La qualité de service, c'est sur plusieurs volets. Tu vois, ça peut être même sur, comment je vais dire,
lorsque tu achètes quelque chose en ligne, par exemple, lorsque tu vas quelque part, tu vois, tu vas dans un service et tout, sincèrement, tu vois, les gens te disent souvent Amazon, etc. Je dis, mais bon, vous n'avez pas fait la Chine, quoi. Parce que en termes de service, en termes de qualité de vie, entre guillemets, le fait que vraiment, c'est un pays qui est dynamique. Tu te lèves à 3 heures du matin, tu trouves à peu près tout ce que tu veux. D'accord. Ouais. Je pense qu'il y a ça aussi un peu en Corée du Sud et au Japon. Tu vois, le fait que c'est des pays qui ne dorment pas. Ça manque quand on vient de France. Ouais. On a le réflexe de à 20h, il n'y a plus rien. Le dimanche, il n'y a plus rien. Voilà. C'est vrai que quand on est dans d'autres pays et on voit qu'en fait, bah, non, il y a ce qu'il faut. Et parfois à l'extrême, comme tu parles en Chine. Et après, on revient en France et là, on est frustré parce que, mais oui. Il y a tout. Il y a vraiment, c'est des pays qui ne dorment pas. Et je pense que bon, je suis déjà tombé sur d'autres blogueurs en Thaïlande qui disent aussi à peu près les mêmes choses. C'est des pays qui ne dorment pas. Tu vois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu peux tout trouver. Okay, ouais. Et il y a un truc que moi je kiffe en Chine, qui a peu, je ne sais pas s'il y a en France, c'est le fait de pouvoir, par exemple, tu vois, genre, il y a le service Uber Eats, où tu peux commander, vient te livrer, tu vois. Mais parfois, il n'y a pas tout. Supposons par exemple que tu veux commander de la glace. Et que tu n'as pas Uber Eats, tu sais pas, il y a des services, tu peux commander, quelqu'un y racheter, t'amène à la maison. Ça, c'est formidable. Travailler une glace, oui. Non, je t'assure, mais vraiment, il y a des services de tout. D'accord, ouais. Il y a des services de tout. Tu as tout ce que tu veux, en fait. Tu as tout ce que tu veux. Donc, effectivement, quand tu es en Chine, par contre, tu vas dépenser. Parce que c'est pas cher, mais tu vas dépenser. Parce qu'il y a cette facilité de tout avoir. Vraiment, tu as envie de tout acheter, en fait. Parce qu'il y a tout. Tu vois, les derniers technos sortent, tu vois, même en e-com dropshipping, tu vois. Tous les produits que tu vas trouver après qui buzzent, souvent, c'est des trucs qui ont déjà marché sur le marché chinois, etc., etc. Tu vois. Donc, il y a vraiment ce côté que tu retrouves en Chine. Vivant, où ça bouge énormément. Tu vois, à chaque fois que je vais en Chine, c'est... En fait, tu n'y vas pas pour des vacances, quoi. En tout cas, pour moi. J'ai pas l'impression que tu vas pour des vacances, parce que tu es tout le temps sollicité partout. Non, il y a vraiment ce côté que j'apprécie beaucoup en Chine, mais voilà. Sinon, après, bien évidemment, en Afrique aussi. Et sinon, je vois pas, je regarde un peu Dubaï de loin, je ne suis pas sûr. Tu vois, je ne suis pas sûr. Je regarde aussi, à part Dubaï, il n'y a pas Dubaï que je regarde de loin un peu. Parce qu'il y a cet écosystème, bien évidemment. Je sais que quand on parle de Dubaï, les gens sont énervés, les gens n'aiment pas. Mais bon, quand même, il y a ce côté entrepreneurial où tu es dans un écosystème. C'est ça ce que je kiffe aussi en Estonie. En Estonie, tout le monde est à 10 minutes. Maxence Rigotier, il est à 10 minutes de chez moi. Ouais. Vraiment, en marchant, je suis chez lui. C'est la ville 20 minutes, moi, comme je dis. Tallinn, c'est... Tout le monde, t'as tous les gars du bon entrepreneuriat qui sont à 10 minutes de chez toi. À pied. À pied, oui, à pied, pas en voiture. À pied, je dis à pied, oui. Donc, on retrouve aussi cet écosystème à Dubaï. C'est ça qui te permet justement, on s'est rencontrés. Beaucoup de personnes qui aujourd'hui mettent dans mon business, je les ai rencontrées aussi à Tallinn. Donc, c'est quand même bien d'être dans un écosystème aussi quand tu t'expatries. C'est le premier important. Où tu es entouré d'entrepreneurs. Tu vois, ça te permet aussi de scaler ton business beaucoup rapidement parce que vraiment, chaque journée, c'est des masterminds. Quand on se rencontre au resto, c'est des masterminds. Clairement, c'est ça, Tu vois. Et ces podcasts, on essaie justement d'extraire un peu ces rencontres qu'on fait pour les partager. Mais c'est vrai que quand on le vit vraiment, c'est des masterminds. Toute la soirée, tu passes à parler. Oui, je pense que c'est parce que beaucoup d'entrepreneurs sont très réservés, sont dans des bits, ne veulent pas se montrer. Sinon, ce serait bien de filmer des rencontres, déjeuner, surtout quand on va au resto. Mais c'est des masterminds. Parce que chacun te parle de son business, te parle de ce qu'il fait, il te parle même de ses peurs, de ses échecs, de ses succès, de sa stratégie bizarre qui lui permet de faire 100 cas et puis t'as entendu nulle part. C'est vrai, Et des gens qui sont des serial writers, tu vois, ils écrivent 10, 15 bouquets qui vivent de ça. Je suis tombé sur des figures en Estonie, tu te dis, merde. Il y a des gens, c'est des génies. Moi, je me sens tout petit parfois. C'est vrai, Tu vois, putain, ces gens, c'est des génies. Tu vois. Donc, il y a cet écosystème qui est important dans ton expatriation, d'être entouré d'entrepreneurs quand même. Et voilà. Et ça, je le retrouve en Chine, je le retrouve à Tallinn, on peut le retrouver à Dubaï. En France, moins, malheureusement. On le retrouve moins en France, malheureusement. Et on peut peut-être, dans les autres pays, je ne sais pas, mais par exemple, je n'irai pas au Japon ou en Corée du Sud, quoi. Même si c'est des pays que j'aime bien, que j'ai déjà fait, par exemple, la Corée du Sud. Mais je ne me vois pas vivre là-bas, par exemple, parce que ce n'est pas non plus le pays où tu es entouré d'entrepreneurs, etc. Ok. Voilà.
Et dernièrement, tu t'intéresses un peu à la Russie, ce qui peut être étonnant parce que c'est avec ce qui se passe en ce moment. Ouais. Déjà, tu connaissais un petit peu la Russie. Tu m'as dit que bon, tu y étais passé rapidement. J'étais passé rapidement. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui... Parle-nous un petit peu de ce nouveau pays encore. Tu sais, moi, quand je découvre le monde de YouTube et comme je le disais en plus, hein, c'est pas pour me faire toute la j'étais un prof de classe, donc j'adore apprendre des choses. Et je me suis dit que j'ai envie d'apprendre un certain nombre de langues dans ma vie. Espagnol, parce que c'est quand même la deuxième ou la troisième langue la plus parlée au monde. Bizarrement, mais c'est l'espagnol. Tu vois. Donc je me suis dit, j'ai bien envie d'apprendre l'espagnol un jour de ma vie. L'arabe, certainement. Le russe, le chinois, tu vois. Et l'anglais, bon, l'anglais, on est un peu obligé. Donc ça fait partie des langues que j'ai envie d'apprendre quand même, parce que je me dis, si tu comprends ces langues-là, bah, tu comprends 95% de la planète, en fait. Tu vois. Et aussi, la Russie, c'est quelque chose quand même qui paraît un peu loin. Et comme je le disais tout à l'heure, quand tu voyages, c'est bien d'aller chez des gens qui sont totalement différents de toi, de ta culture, qui ont une vision du monde totalement différente. Et quand tu viens en Russie, tu vois que c'est... En fait, les Russes, c'est des clichés, tu vois. C'est vraiment ce qu'on montre. Au moins, chez les Russes, on ne ment pas. Ils sont vraiment différents. Les Russes sont vraiment différents. Et il y a vraiment ce côté qui fait que, bon... je suis venu la dernière fois, l'année dernière, pour la deuxième fois, j'ai envie de dire, en Russie. Et là, ça m'a pris, j'ai un peu visité, regardé un peu et tout. Et il faut dire que bon, c'est un contexte de guerre qui fait que bon, aujourd'hui, c'est comme si tu es pour ou contre la Russie. Moi, je le dis franchement, ça ne me regarde pas. Les Russes et les Ukrainiens, c'est des frères. Et chez moi, on dit ne te mêle pas quand deux frères ont des problèmes. Tu vois, ne te mêle pas. Ils vont, j'espère en tout cas, et c'est ce qu'on souhaite tous, qu'ils arrivent à trouver un terrain d'entente et qu'ils arrivent à se comprendre. C'est ce qu'on souhaite. On n'a pas envie, on ne veut pas faire l'apologie de la guerre et tout. C'est des frères, historiquement. On dit même que le cœur de la Russie, c'est l'Ukraine ou c'est pas un truc comme ça. Donc, ils vont s'entendre. Voilà, c'est Kiev. Ils vont s'entendre, on joue, on espère beaucoup qu'ils s'entendent et tout, et qu'on arrête ce sentiment. Mais pour moi, c'est pas ça qui va m'empêcher, en tout cas, de venir en Russie. Tu vois, businessment aussi, c'est un pays très intéressant parce que tout le monde s'est barré. Et en tant qu'entrepreneur opportuniste, non, mais c'est vrai. Bah oui, tu vois. Je suis pas là pour dire que on n'est pas là pour être des moralisateurs, tu vois. Et on a saisi une opportunité en Russie qui était extrêmement intéressante, qui a fait que on s'est dit qu'on allait lancer une marque ici, etc. Donc, il y a quand même des choses qui m'ont attiré ici, en Russie. Et dernièrement, j'étais aussi en Russie parce que je voulais faire des shootings photos pour ma marque de sac. Et en France, 10 produits m'a coûté 3 000 €. Et en Russie, j'ai 130 produits et ça ne me coûte même pas... ça me coûte à peine 5 000, 6 000 €, quoi. À peine. Tu vois. Et encore, c'est parce que vraiment, on a voulu prendre les top niveaux. Donc, il y a ce côté quand même où tu retrouves aussi, un peu comme en Asie, c'est ça qui est... On peut faire le parallèle entre la Chine et la Russie, c'est un truc de ouf. Ces deux peuples se ressemblent tellement sur plein de choses. Ces deux peuples, les Chinois et les Russes. Et souvent, les gens parlent de rapprochement, mais quand tu comprends la Chine et tu connais la Russie comme moi, et la Chine, tu te dis, mais c'est le même peuple, c'est pas possible. Ils ont la même mentalité, presque sur plein de choses et tout. Donc, et ça me permet justement de venir pour mon business ici. Et j'ai visité la ville, c'est cool. En tout cas, Saint-Pétersbourg, en plus, c'est à côté, c'est à 4-5 heures de l'Estonie en voiture. Donc, ça fait que tu as ce moyen beaucoup plus rapide d'être ici aussi en Russie. Et contrairement à ce que les gens pensent, rien ne se passe en Russie en tout cas. Parce qu'on pense un peu que c'est la guerre, que les Russes se révoltent, qu'on va tuer Poutine ou on va faire des dons. Il y a tellement de choses qui se passent, tu te dis, mais attends, ils sont sur une autre planète. C'est vrai que dans le business, il y a... au début, on ne se rend pas trop compte, mais le business n'a jamais été corrélé à la politique. Parce que le business, c'est le business en fait. Et surtout... Moi, il y a un de mes mentors qui m'avait dit, en tant que businessman, ne te mêle jamais de la politique. Jamais de la politique. Quand tu fais du business, la politique ne te regarde pas. Parce qu'une décision politique peut tuer ton business. Le choix d'un mauvais candidat peut tuer ton business. Tu vois? Donc, ne te mêle jamais des histoires politiques, des tendances, de quoi que... C'est pas ton problème.
Ouais, mais c'est vrai qu'en plus, quand on regarde, même s'il y a pas mal de marques qui sont parties, c'est souvent les marques qui ont les plus grosses pressions. Et en réalité, elles sont pas vraiment parties. Bah, elles sont pas parties. On a vu les stratégies qu'elles ont mis en place. Il y a des contournements, des machins. Elles ont mis des contournements en place. On parlait des Français, là, le roi Merlin, Auchan, enfin, je sais plus, la famille Meunier, je crois. On leur a mis une pression 2 fois. Apparemment, ils sont toujours pas partis et ils comptent pas partir. Non. Donc, ouais, non, c'est vrai qu'au final, en fait, on se rend compte que c'est souvent de la façade. Oui. Mais que le côté business est toujours plus fort. Et ça, je comprends les gens. Je comprends quand les gens veulent que des marques fortes prennent des décisions radicales. Mais une entreprise suivie parce qu'elle fait de l'argent, les amis. Tu vois? Et souvent, les gens confondent charité et valeur morale et business. Non. Et une entreprise, parce que vous ne savez pas que lorsqu'une entreprise part aussi, c'est des gens qui sont virés aussi. Tu vois? Donc, c'est quand même un double standard. Ouais. Et ces gens qui sont virés, les Russes de la vie de tous les jours, ils n'ont rien à voir avec une décision d'un président. Ouais. Ils n'ont rien à voir avec ça. On ne peut pas les punir pour ça, tu vois. Ouais. Donc, il faut faire attention quand même sur cette décision-là que les gens prennent. Et beaucoup de business ont donné l'impression, ont fait de gros communiqués qu'ils allaient se barrer. Mais ils ne peuvent pas se barrer parce que quand même, on est sur un pays avec 140 ou 150 millions d'habitants. Tu ne pars pas comme ça. Tu vois, c'est ton chiffre d'affaires qui s'écoule. Et comme je le disais encore, ça je le répète souvent pour les entrepreneurs, ne vous mêlez pas des histoires politiques. On a vu, je ne sais pas si tu as vu cette histoire aux États-Unis, où une marque de bière très masculine comme marque et tout, est partie recruter une influenceuse trans pour faire de la publicité de sa bière. Mais alors que toi, tu as une audience de mecs virils, les gars ont pété un câble. Ils ont détruit toutes les canettes de bière chez eux. Ils sont allés détruire les canettes de bière dans les supermarchés. Et du coup, les supermarchés avaient peur d'importer ces canettes de bière-là. Les gars ont perdu 1 milliard en une journée ou en une semaine. Et ils ne peuvent plus se rattraper. Et puis, tout le monde les a boycottés parce qu'ils se sont trompés de combat. Tu as ton cœur de cible, c'est les hommes virils. Va pas chercher un trans, soit disant parce que tu veux faire du woke. Va pas faire ça. Et il y a beaucoup de marques qui se trompent de combat, même si on comprend qu'on veut soutenir une cause sociétale, mais à un moment donné, tu te poses, c'est qui mes clients? Mais on voit que c'est hypocrite parce que tu regardes Coca est partout dans le monde. Partout. Même dans les pays même plus dictateurs, dans les pays apparemment même en Corée du Nord, apparemment. Oui, partout. Et on voit bien qu'en fait, tout est une question de communication et de pression politique. Je sais qu'ils sont partis de Russie. Mais à côté de ça, ils sont dans des pays où c'est beaucoup pire. Là, les situations sont pires depuis des années. Mais c'est juste qu'il n'y a pas de pression. Donc en fait, en réalité, le business suit ses affaires. C'est ça. Et c'est vraiment s'il y a une contrainte forte. Et donc c'est vrai qu'en tout cas, si on veut faire du business, il faut savoir faire la différence. Il faut faire la différence. Et de manière générale, je pense que c'est un bon réflexe à avoir quand on fait des business de s'intéresser aux endroits un petit peu inexploités ou aux endroits où il y a des opportunités. Parce qu'on a souvent tendance à vouloir se précipiter vers ce qui brille. Sauf que si ça brille, c'est que déjà d'autres personnes l'ont fait briller. Exactement. Et donc il faut savoir regarder là où il y a du potentiel, quoi. En tout cas, moi, avec ce qu'on est en train de faire en Russie, j'espère en tout cas que ça va... On est en test sur la Russie. J'espère que ça va donner quelque chose parce que moi, ça m'intéresse bien parce que plus on analyse le marché, plus on se rend compte que c'est un marché qui est vierge. Il y a tellement de choses qu'on peut faire en Russie, vous imaginez même pas. Tellement de choses. Et du coup, on est seul, quoi. On est seul. C'est intéressant que du coup, tu aies fait des expatriations. Mais parce que souvent, les entrepreneurs en ligne font de l'expatriation, mais en continuant à vendre en Europe, en continuant à garder le même business. Et toi, du coup, vraiment, tu vas chercher à y aller le vrai business sur place et essayer de développer quelque chose avec des locaux, quoi. Oui, pour moi, c'est important. Même en Chine, on est en train de faire des choses sur place, sur le terrain et tout. Et en Afrique, pareil aussi, on fait des choses sur place, sur le terrain. En Estonie, pas encore parce que je ne me suis pas encore vraiment posé pour regarder le cas de l'Estonie. Réellement, et aussi, c'est un petit marché, il y a 1 million d'habitants. Va tout casser. Bon, quand tu fais les fonds de tiroir, en faisant les fonds de tiroir, tu vois, quand tu enlèves les Finlandais, tu enlèves les Russes. Tu vois, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, du coup, c'est pour ça que l'Estonie, je ne l'ai pas encore vraiment regardé demain. C'est quand même intéressant de s'intéresser à la culture locale, de voir ce que tu peux faire localement. Et pour le cas de la Chine, il y a pas mal de choses qu'on peut faire localement. Et en Chine, en termes de business, par exemple, l'import-export,
qu'on peut faire localement. Il y a par exemple quand j'ai commencé à montrer mes vidéos sur YouTube, sur TikTok, il y a beaucoup d'entreprises chinoises, par exemple, ne savent pas comment faire leur communication, tu vois, en Europe. Ouais, ça, c'est un business. Et il y a même un entrepreneur, une usine chinoise qui me disait même, les gars, ils payent 10 000 € à un Marocain pour leur faire de la publicité sur Facebook. Des trucs vraiment, j'ai vu le truc, je me dis, putain, quoi. Moi, je veux le faire pour la moitié du prix. Parce qu'ils ont cette envie-là de communiquer dans le monde extérieur. Tu vois, parce que tout le monde passe par Alibaba, mais Alibaba, la concurrence est rude aussi pour les usines. Il ne faut pas oublier, il y a 7 millions d'usines en Chine. C'est cher Alibaba. Et c'est cher aussi Alibaba. Donc, les usines cherchent d'autres moyens. Donc, il y a un business à faire si tu parles la langue où tu peux. Bon, ça, c'est des idées business aux Chinois, aux Français d'origine chinoise. Hein, si vous êtes Français d'origine chinoise et que vous allez dans votre pays, c'est des choses que vous pouvez apporter et faire ce pont avec la France ou avec l'Occident, par exemple, où vous pouvez leur montrer comment utiliser LinkedIn pour trouver des clients. Vous pouvez devenir consultant pour ces boîtes-là. Et ces boîtes-là vont vous payer très cher. Donc, il y a ce côté qu'on est en train de regarder un peu, même sur TikTok et tout, tu vois, comment... Parce que le TikTok, c'est autoban en Chine. Tu vois. Donc, les Chinois n'ont pas TikTok, donc ils se sont autoban eux-mêmes. Et tout, donc, créer un compte TikTok à l'extérieur, pouvoir mettre des vidéos, il y a pas mal de choses qu'on peut faire aussi localement. D'accord. C'est intéressant d'avoir cette vision de business qu'on a en tant que business en ligne, mais vraiment d'essayer de glisser petit à petit vers vraiment quelque chose d'international, local, et de se développer sur plusieurs plans comme ça. C'est très enrichissant, en tout cas. En tout cas, c'est ce que nous on essaie de faire. On va voir avec l'expérience de la Russie, en tout cas, pour voir ce que ça va donner. Parce qu'il y a pas mal d'opportunités en Russie. Et on espère, parce que aussi, quand on parle aussi d'opportunités, il y a aussi les revers, il y a pas mal de blocages aussi à cause du contexte. Donc on espère que ça va s'arranger. C'est l'objectif, en tout cas, que ça s'arrange. Et qu'on ne soit pas tout le temps. Mais après aussi, le monde occidental aussi, je suis désolé, mais vous n'aidez pas à l'arrangement. Hein, ils mettent de l'huile sur le feu aussi. Donc, on est dans une époque un peu bizarre quand même. On est dans une époque un peu bizarre. Et en tout cas, en tant qu'entrepreneur, pour nous, comme je le disais, je le répète, on ne se mêle pas des histoires des autres. On essaie de voir en tout cas ce qu'on peut apporter en termes de business. Et souvent, quand on fait du business, on oublie aussi, c'est pas uniquement pour de l'argent, on apporte de la valeur aux gens aussi. Oui, c'est vrai. Tu vois, il n'y a pas seulement ce côté argent, il y a aussi le fait d'apporter de la valeur aux gens, on aide quelque part aussi. Tu vois. Donc, en tout cas, pour moi, c'est ce que j'apprécie quand même. Et c'est ce qui fait que je voyage quand même énormément. J'ai même fait l'Allemagne pour la première fois, il y a 2 semaines. Tu vois, alors que je suis déjà passé en Allemagne en voiture, mais je ne me suis jamais arrêté. Tu vois, et j'ai trouvé que c'est un pays, ils sont riches en Allemagne. Oui, c'est ça, oui, c'est parmi les plus riches d'Europe. Ah, c'est ça, moi. C'était les plus riches d'Europe, oui. Ah, ils sont riches. Vraiment, tu sens déjà quand même que c'est un pays. En tout cas, je pense que le fait d'être venu en Europe, j'ai eu cette chance quand même et de beaucoup voyager. Et j'incite aussi vraiment les étudiants africains qui viennent, ou en tout cas ceux qui viennent, de voyager. Parce que souvent, on a peur. En tant qu'Africain, souvent, on a peur de voyager. Parce qu'on ne sait pas comment les gens vont nous accueillir et tout. Il y a vraiment cette peur aussi qui fait que beaucoup ne vont pas sortir de ces zones de confort. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu ces gars, et je pense que c'est aussi l'objectif de nos vidéos, quelque part, je sais que souvent les gens vont dire oui, et les entrepreneurs vendent du rêve, etc. Sincèrement, quand vous regardez l'état du monde aujourd'hui, il faut vendre un peu de rêve quand même. Tu vois, sincèrement. Quand vous voyez l'état du monde, vous parlez tout le temps de la guerre à la télé. Parfois, on peut les insulter, les mecs de Dubaï, hein, mais bon. Quelque part, ça te fait rêver. Moi, ça m'a fait rêver. Le fait de voir des jeunes hommes de 17 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans, avoir une Ferrari, être à Dubaï et faire des trucs, je me suis dit, mais putain, il y a notre vie qui existe quand même. Et pour moi, c'était un choc parce que pour moi, je ne pensais pas que cette vie existait. Je t'assure, je ne pensais pas que cette vie existait. Pour moi, la vie, tu prends ton salaire, tu es salarié et même quand tu es devenu entrepreneur, tu gravis les échelons. Et un jour, tu démissionnes, tu as de l'argent, tu lances ton entreprise et tu fais le chemin classique. Tu vois. Pour moi, c'était ça, être entrepreneur. Et aujourd'hui, le business en ligne, je le dis souvent, c'est vraiment le cheat code dans la matrice. C'est le truc que les gouvernements n'avaient pas prévu, que personne n'avait prévu. C'est ce qui fait aujourd'hui que quelqu'un d'ordinaire peut vivre une vie extraordinaire. Sincèrement, je suis quelqu'un de très ordinaire. J'ai eu vraiment cette chance d'être entouré de gens très intelligents plus que moi, qui m'ont poussé à bout, qui m'ont beaucoup aidé, de tomber sur des figures, que ce soit en France, et que ce soit des professeurs qui m'ont beaucoup motivé aussi.
et qui m'a permis de me dire, putain, j'ai envie de mener cette vie-là, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, de voyager, etc. Okay. Et c'est ça, tout ça qui m'a motivé, c'est tout ça qui me permet aujourd'hui de changer de pays, de regarder un peu les autres pays et tout, et de découvrir de nouvelles cultures. Et c'est enrichissant de découvrir de nouvelles cultures, c'est très enrichissant. En tout cas, on voit à travers, en survolant ton histoire, que tes différents voyages, tes différentes expatriations, immigrations, t'ont apporté en fait des idées, des réflexions, de la plus-value, des motivations Ouais. pour te développer à différents niveaux, que ce soit dans le business, personnellement, dans les pays où tu es allé, etc. Et je pense que c'est une belle leçon pour les gens qui nous regardent et Ouais. dire qu'il faut oser voyager parce que au final, on n'en tire que du bon. Exactement. Et j'ai un message aux Français. Oui. Ils ne vont pas m'aimer sur la vidéo. Sincèrement, j'ai remarqué que souvent les Français sont trop dans leur zone de confort, même quand ils s'expatrient ou s'ils s'y mettent quelque part. Ils restent trop entre eux, dans leur cercle d'amis. Ils ne sortent pas. C'est-à-dire que j'ai toujours trouvé ça bizarre qu'on parle d'assimilation en France, alors que les Français sont ceux qui s'assimilent le moins quand ils sont à l'étranger. C'est pas faux. C'est vrai que... C'est ceux qui s'assimilent le moins à l'étranger. Ouais. Ça fait réfléchir. Ouais. Ils sont toujours dans leur coin. Tu pars n'importe où en Afrique, en Chine, tu as toujours ce petit groupe d'expatriés français, ils sont dans leur coin. Mais l'expatriation nous fait toujours réfléchir sur les autres et sur nous-mêmes. Exactement. Et rien que pour ça, c'est donc valorisant. Sincèrement, si vous voulez vous expatrier, intéressez-vous aussi aux cultures locales. Apprenez les langues des gens et tout. Essayez vraiment de comprendre. Et moi, je te l'ai dit déjà hein, que en fonction de comment le business se passe en Russie, je pense même me mettre vraiment, ça fait partie de mes objectifs lointains, apprendre le russe aussi, etc. C'est des choses qui me passionnent d'apprendre de nouvelles langues. Donc, vraiment intéressez-vous à la culture des gens, des locaux, et vous allez voir que ça enrichit énormément, en tout cas moi. Peut-être que c'est parce que je suis peut-être aussi étranger quelque part, que j'ai ce côté de vouloir m'intéresser, je sais pas. Mais je demande quand même aux Français, d'accord, intéressez-vous à d'autres cultures et vous allez voir qu'on s'en sort grandi. Et plus on voyage, moins on laisse tomber beaucoup de préjugés. Tu vois, il y en a beaucoup de préjugés en France. Tu vois, et souvent, les Français les plus intéressants que j'ai rencontrés, les gens les plus impactants, c'est ceux qui voyageaient beaucoup. Parce qu'ils ont toute une autre vision du monde, beaucoup plus nuancée sur les choses. C'est vrai, Ils sont jamais dans des décisions... dans des prises de position catégoriques et tout. Il y a toujours cette nuance, cette compréhension du monde et qui fascine quelque part. Ouais, c'est vrai. Bah, écoute, je pense qu'on va terminer sur ces belles paroles parce que ça résume quand même toute la richesse à tirer de cet échange. Et puis je te remercie pour ton temps. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Et puis, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup les amis. Et expatriez-vous, immigrez si vous voulez. Bon, moi, je vous dis pour finir la vidéo, la différence entre expatriation et immigration. Parce que c'est un sujet qui revient. Expatriation, c'est quand t'es pété de thunes. Immigration, c'est quand t'es pauvre. Voilà. Alors, on finit sur ces mots. On finit sur ces mots. Cette mot pleine de belle sagesse. Oui. Merci beaucoup. Merci Alain.